Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, nouvel épisode d'un format que vous connaissez maintenant, puisque c'est la fin de saison, et avant d'attaquer nos post-mortem, on en reparlera avec les différentes éliminations de post-season, c'est l'heure du bilan, et donc du dernier 4 quarts, et pour le dernier quart, nous voilà, ça tombe bien, à 4. Tout d'abord, pour commencer, celui qui vous a proposé 1h20 pratiquement de contenu sur son équipe, une des équipes favorites pour le titre, c'est évidemment le Thunder. Et donc, Constant qui est avec nous, comment ça va Constant ? Ça va, c'est pas de ma faute si l'épisode a duré 1h20, c'est Ben qui faisait que de me relancer, bien sûr. Non, c'est faux, c'est faux. Je répondais de manière tout à fait. Ça faisait extrêmement plaisir que Ben me relançait à chaque fois. Je veux pas vous mentir, non, ça va effectivement. Et pour ceux qui ont vu cet épisode face à OKC, qui est le plus vu de toute la série, donc merci soit à la fanbase, soit à ceux qui essayaient de trouver des arguments pour essayer d'expliquer pourquoi OKC gagnera pas. Mais voilà, on est là pour compléter le quart. On l'avait pas fait l'an dernier, ce qui m'avait beaucoup attristé. Là, on revient dans une version qui est très 2023 et je ne vais pas vous cacher que ça me plaît tout particulièrement. On va avoir l'occasion de développer tout ça, mais de l'autre côté du spectre, parmi mes camarades éliminés de la course au titre à l'issue de la saison régulière, lui n'a même pas eu droit au play-in d'ailleurs, mais je crois, tu me diras si je me trompe, qu'il l'a plutôt vécu comme un soulagement de fin de Oui. saison. C'est notre supporter des Suns, c'est Greg. Oui, j'avais Comment compris que vas-tu, tu parlais Greg? de moi. Oui, clairement soulagé que cette saison soit terminée pour les Suns. On passe à autre chose. On verra ce que le autre chose préfigure pour cet été et pour le début de la saison l'an prochain. Mais non, très heureux de revenir pour ce 4 quarts. Très content du programme qui nous attend ce soir et d'être avec vous. Là, il y a beaucoup de GOAT autour de nous. Autour de moi. Donc là, je vais peut-être pour une fois, la jouer modeste. On verra. On verra bien, mais pour le moment, il nous en reste un autre. Et lui, techniquement, il est encore en lice, malgré une défaite pour l'heure au play-in. Il reste une chance au moment où on enregistre, en tout cas. Vous devez avoir le résultat à la sortie de cet épisode en principe. Mais on est donc encore dans l'incertitude pour l'avenir des Memphis Grizzlies. Et c'est bien sûr Tom qui est aussi avec nous. Comment vas-tu, mon cher Tom? Mais écoutez, ça va, hein. Ça va, tranquille, hein. La saison se passe comme tout avait été prévu. Voilà, tout va bien. It's fine. Il a encore envie pour avoir le droit de jouer au KC. C'est vrai, c'est une possibilité. On pourrait avoir Ou garder son pic. Ça après, ça Quel ne est le nous meilleur regarde scénario pas, ça. Ça ne nous regarde pas, ça. C'est vrai que Memphis, vu les décisions sportives, a peut-être plus envie de garder son pic que d'aller en playoff. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Exactement, c'est une discussion pour une autre fois. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la fin de saison. Évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver Dunk Hebdo un peu partout, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube bien sûr, sur Twitter si vous voulez échanger avec nous. Et puisque la saison régulière est terminée, on marque une petite pause et on s'attaque au dernier 4 quarts. Alors, je le disais, la saison régulière est terminée. On se retrouve pour le dernier 4 quarts, la fin de saison 2024-2025 chez Dunk Hebdo. Alors, traditionnellement, les fidèles le savent, le format des 4 quarts, c'est un choix d'une équipe et d'un joueur positif, ainsi qu'une équipe et un joueur négatif par intervenant du jour. Mais ça, c'est la formule des 3 premiers quarts. Cette année, on a décidé de modifier un petit peu celle du dernier. On va bien choisir nos équipes et joueurs positifs et négatifs, mais on va le faire tout d'abord parmi les équipes que nous n'avons pas traitées pour les playoffs, donc qui ne sont pas apparus dans le format, pourquoi elles ne gagneront pas. Et on va également sélectionner ces équipes et joueurs de manière collégiale pour gagner un peu de temps. Et dans une seconde partie, parler quand même d'un des sujets très discutés de la fin de saison, celui des trophées de saison régulière décernés par la NBA. Mais avant les trophées, pour faire le bilan du dernier quart de la vingtaine de derniers matchs, je vous propose d'attaquer par les collectifs, messieurs, par les équipes et par la négative, puisque je vais devoir reprendre un petit peu mon souffle après cette intro. Je vais vous lancer sur notre choix des San Antonio Spurs, les Spurs et disons, les attentes de fin de saison sans Victor Wembanyama. Tom, j'ai envie de me tourner vers toi. Qu'est-ce qu'on a pensé? Pourquoi c'est un peu décevant finalement, même si on n'attendait pas grand-chose en termes de résultats, c'est un peu décevant ce dernier quart de saison des San Antonio Spurs. Bah, je dirais que c'est un peu décevant puisque c'est une équipe qui avait fait quand même des moves à l'intersaison, notamment, enfin pas à l'intersaison, mais qui a fait des moves à la trade deadline, notamment pour ramener des Aaron Fox dans l'effectif et qui avait fait justement des mouvements pour se renforcer, pour jouer potentiellement une fin de saison. Et malheureusement, il y a eu la blessure de Victor Wembanyama qui a un peu, on va dire, mis de côté la fin de saison, voilà, qui a mis de côté la fin de saison des Spurs et on s'est bien rendu compte que, en son absence,
il y avait pas mal de choses qui ne tenaient pas, notamment sur la partie défensive. On voit que les Spurs, en tout cas à partir de la mi-février, c'est la 27e défense de la NBA. Et clairement, voilà, les personnes qui sont derrière, voilà, ça va être Phoenix, Philadelphie et Utah, des personnes qui ne jouaient pas grand chose sur la fin de saison. Et je trouve voilà que c'est dommage puisque on a mis à part peut-être le côté euh, statistique entre guillemets pour le Chris Paul et sa longévité et aussi aller chercher le trophée pour Stephen Castle. C'est une fin de saison qui aurait été un peu décevante avec aussi le côté Popovic qui revient pas et tout ça. Donc je trouve que c'est une fin de saison qui est assez triste, je dirais, pour ces Spurs, même s'ils ont joué les troubles faits en battant les Warriors. Greg, je t'ai vu acquiescer, donc je vais te relancer là-dessus. Est-ce que toi aussi tu partages un peu la déception sur, en tout cas, voilà, cet élan arrêté pour les Spurs depuis la blessure de Victor? Je sais pas si je suis déçu pour les Spurs, déjà parce que c'est des ennemis jurés des Suns historiques, donc je suis jamais déçu que ça marche pas trop pour eux. Mais au-delà de ce biais-là, d'un point de vue strictement sportif, je pense qu'il y a une explication. Enfin, il y a un parallèle que je trouve hyper intéressant, c'est le parallèle entre l'absence de Chet et l'absence de Victor Wembanyama et l'influence que ça a sur les défenses respectives de leurs équipes. On voit que Oklahoma a tout le matos pour essayer de combler l'absence de Chet Holmgren et que ça a plutôt marché cette saison, quand même on sait évidemment que Chet Holmgren est une encre défensive hyper importante pour Oklahoma City, et Constant ne me contredira pas là-dessus, je pense. Du côté des Spurs, c'est plutôt l'inverse en réalité. On a également le concept de la notion d'encre défensive hyper importante en la personne de Victor Wembanyama, et par contre le matériel autour est pas du tout le même, quoi. Et c'est là que ça pêche du côté des Spurs, et c'est là que pour moi il y a un vrai challenge à la fois du côté du front office, dans la manière dont tu vas construire cette défense autour de Victor Wembanyama, dans la manière dont tu vas tout tiller pour que ce soit fonctionnel avec Victor Wembanyama, et un petit peu fonctionnel sans lui aussi si tu veux rester compétitif le jour où il a des absences. Parce que même sur des profils très défensifs comme Jeremy Sohan par exemple, t'as pas vraiment d'impact défensif quand Victor n'est pas là. Donc il faut trouver une solution côté Spurs, à eux de bosser là-dessus, mais ça montre à quel point le projet, quand bien même quand Victor est là, ça tourne à peu près, et ben ce projet reste quand même très très jeune, quoi. Ouais, du coup, bah, pour en terminer autour de ça, Constant, j'ai envie de te lancer sur cette idée-là de Greg. Est-ce que finalement la déception, elle ne vient pas sur le fait que cette fin de saison n'aura pas l'utilité que tu aurais aimé avoir pour lancer cette ère Fox-Victor et pour identifier la suite, enfin la suite à court terme finalement? Je ne sais pas si elle n'aura pas l'utilité pour la saison prochaine. Elle manquera d'utilité pour des joueurs potentiellement comme Chris Paul, qui sont des joueurs qui peuvent être sujets à partir la saison prochaine, même si visiblement Chris Paul n'a pas prévu de s'arrêter de jouer au basket, et tant mieux. Mais pour ce qui est du reste, je suis pas complètement d'accord. Oui, défensivement, tu peux avoir ce regret de ne pas avoir eu Victor et ce regret de ne pas avoir eu l'association entre Victor et De'Aaron Fox un peu plus longtemps. Donc tu peux te dire que, allez, c'est 20-25 matchs que Wemby a loupé, c'est potentiellement des matchs qui sont perdus, mais moi je suis pas forcément de cet avis. Ça a permis notamment à Stephen Castle de se mettre un peu plus en rythme et d'avoir de plus grosses responsabilités dans l'attaque. Ça a quand même permis à De'Aaron Fox, le peu de temps qu'il a joué, de trouver quelques automatismes avec certains joueurs du roster. Donc est-ce que tout est acheté? Non. Est-ce que c'est la fin de saison que tu souhaitais si tu étais fan des Spurs? Non plus. Je pense que ça va amener des points positifs parce que ça va permettre à des joueurs qui étaient potentiellement un peu moribonds sur le début de saison avec l'absence de Wemby, qui ont pu se remettre un petit peu en route, notamment, il n'était pas complètement moribond sur le début de saison, mais Devin Vassell qui avait plutôt bien fini sur la fin de saison. Par contre, oui, c'est peut-être l'absence de Wemby souligne peut-être à quel point cette équipe est complètement dépendante du rendement défensif et de la présence de Victor, et c'est peut-être un axe sur lequel elle va devoir travailler pour trouver soit des solutions collectivement avec le roster en place, soit essayer de se renforcer comme ils ont pu faire l'été précédent avec des profils un peu plus défensifs que tu peux mettre à côté de Victor. Je pense que ça fait un brûlant. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais voilà, du côté des Spurs, le bon côté au final de tout ça, c'est que tu es dans la course au drapeau. On en a fait tout un épisode d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter. C'est bon, ils ont un prospect générationnel à chaque fois qu'ils sont à la loterie, et c'est bon, ils vont pas rechoper un deuxième en 3 ans là, c'est bon. Ouais, mais si on leur reproche leur dépendance à Victor, voilà, ça là oui, c'est réglé. Défensivement, tu ajoutes Cooper Flag, effectivement, oui, ça peut aider à résoudre quelques problématiques défensives, effectivement. Effectivement, ça c'est un sujet pour cet été. Passons à l'équipe positive. Alors, je tiens à signaler que ce n'est pas de mon fait.
que ça a été choisi. Je crois que c'est toi, Greg, qui l'avait proposé cette équipe. Je vais te lancer là-dessus, évidemment. C'est moi? Je développerai un Non, petit c'est peu. Constant. Non, c'est Constant. Constant. Allez, Je suis Constant, d'accord je te avec redonne la Constant, parole. cela dit, mais Constant. Mais Très en bien, fait- mais je te redonne la parole, Constant. On va parler des Chicago Bulls et de cette fin de saison assez surprenante, on peut le dire, des Bulls avant le Avant que tu play-in. On y râles, reviendra. voilà, avant que tu râles. Non, mais en fait, dans la conversation, je sais plus comment on est arrivé à parler de ça. On avait dit Josh Giddey. J'avais dit, en vrai, les gars, les jeunes des Bulls, parce que l'équipe positive, c'est même pas vraiment les Bulls, c'est plus les jeunes des Bulls que j'ai envie de mettre en équipe positive, c'est-à-dire le trio Josh Giddey, Kobe White et Matas Bouzelis, parce que c'est vraiment un trio qui a pas éclos, parce que Kobe White avait déjà montré de très bonnes choses l'an dernier, un petit peu sur la saison, mais à partir du moment où tu as eu le trade de Zach LaVine, c'est vraiment les jeunes qui ont été responsabilisés et qui a pu libérer un peu plus de temps de jeu, on va dire, pour les autres jeunes qui étaient un peu de l'arrière. Et du coup, tu as eu cette espèce de développement offensif où, franchement, tu regardais les Bulls, c'était fun. On va pas se mentir, tu regardais. Et c'était déjà le cas quand il y avait Zach LaVine. Mais là, c'était encore plus le fun. Tu avais Kobe White qui était sur une streak offensive sur le mois de mars. Bon, faut toujours se méfier des streaks offensives au mois de mars. Mais en termes de shot making, en termes de capacité à vraiment prendre le poids d'une attaque et d'être un petit peu dans le rôle que pouvait avoir Zach LaVine, d'être cet arrière un petit peu scoreur, menace sur le tir extérieur. J'ai trouvé qu'il était très intéressant, il a vraiment bien confirmé les progrès qu'il avait montrés déjà depuis l'an passé. Josh Giddey s'est transformé en, je sais pas, Nikola Jokic, en fait, c'est devenu l'espèce de voilà, c'est-à-dire que pendant toute sa carrière, Josh Giddey, il est 4 à 5 points en dessous de l'efficacité moyenne NBA. Post-All-Star Break, il était à 15 points au-dessus de l'efficacité moyenne, donc il était à des niveaux, effectivement, Nikola Jokicesque en termes d'efficacité et en termes de polyvalence. Enfin, vraiment, c'était le Giddey. Alors, pour le coup, je l'ai eu à OKC, hein, donc je parle en connaissance de cause. C'était le Giddey qui atteignait un petit peu sa version finale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste les petits flotteurs à 2 mètres du cercle, là, les trucs un peu pourris où ça rentre une fois sur deux. Il y avait de la provocation de lancer, et ça, pour le coup, c'est un truc que tu n'avais pas forcément en début de saison et que tu avais encore moins au OKC. Donc j'ai bien aimé ce jeu Giddey là en provocation de lancer, même si voilà au shot maker, enfin à 3 points il prend feu, ça c'est un truc qui n'arrivera plus jamais, probablement plus jamais. Et puis il y a Matas Bouzelis qui effectivement avait été drafté, on va dire pas avec toujours la satisfaction de la fanbase des Bulls. Il y avait débat sur le profil de Bouzelis, il y avait débat sur sa sélection. Par contre, défensivement, je trouve que ce qu'il a montré là en sortie de All-Star Break sur l'homme et en termes de capacité à résister au contact physique, alors que c'est pas le profil le plus étoffé physiquement, en termes de placement et en termes de QI, je trouve qu'on est sur un joueur qui montre de très 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 belles choses et offensivement, c'est encore un peu brut, mais on a vu des flashs de ce que pouvait être la version finale de Bouzelis. On est sur un joueur qui peut être extrêmement extrêmement valuable. Donc ouais, c'est ce trio de jeunes que j'ai envie de citer du côté des Bulls parce que Ayodo Sumnu m'a cruellement manqué en tant que fan club, en tant que président du fan club d'Ayodo Sumnu, je pense. Mais voilà, il a l'ajout de Kevin Werther qui a récupéré un peu de vie après avoir perdu toute sa vitalité du côté Sacramento. Enfin voilà, c'est ce trio de jeunes du côté des Bulls que j'avais envie de souligner avant qu'Adrien dise oui mais le match du play. On y vient, chaque chose en son temps. On va continuer, pris de parole en snake, vu Greg, tu avais dit que tu étais d'accord avec Constant. Est-ce que tu rajoutais des choses sur les jeunes, peut-être sur les moins jeunes, sur ce Werther qui s'est rappelé quand même, Werther qui était un joueur de basket, c'est vrai que ça fait partie du plaisir de fin de saison. Oui, Greg, la réinvention de Werther, Vucevic qui fait toujours vraiment cette super saison et on espère que les Bulls vont pouvoir le monnayer convenablement cet été. Alors je te il vois vient de decliner. déclarer qu'il voudrait win now maintenant dans la conférence de presse de fin de saison. Je donc connais on bien verra ce genre de déclaration. Il veut pas aller aux Suns. Écoute, je prends. Franchement, je prends. Mais on en parlera une autre fois. Mais non, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Constant parce qu'il a été évidemment très exhaustif et très juste. Moi, je continue de jeter des lauriers à Billy Donovan. Je trouve qu'il fait un super boulot. Et après des années où on s'était posé la question de s'il méritait encore d'être sur un banc NBA, bah, moi, je trouve que c'est vachement fun ce qu'il propose depuis une saison et demie aux Bulls, voire presque 2 saisons maintenant. Aux Bulls, je trouve ça très cool et je suis content de voir ces coachs qui se réinventent. Tom, je t'en prie, je te donne la parole avant soi, que je vais pas tant râler que ça, mais un petit peu quand même. Non, mais après, je vais faire très court, hein, pour simplement dire que ce qui change aussi par rapport à ces Bulls, c'est la notion d'espoir. On en parle souvent à Dunk Hebdo, même s'il y a la même sortie au play-in face à Miami, mais il y a cette notion d'espoir avec, comme tu l'as bien décrit, hein, Constant, ce trio de jeunes, enfin, ce quatuor même, puisque on pourrait même rajouter de Sumnu, vraiment là-dedans,
ce quatuor de jeunes, à voir ce qui va se passer justement avec Josh Giddey cet été. Est-ce que ils vont le garder, combien ils vont le payer, pour combien de temps surtout, plus que le montant, c'est sur combien d'années, et est-ce qu'ils vont pas peut-être tomber, encore une fois, hein, est-ce qu'ils vont pas peut-être retomber dans les travers de ce qu'ils avaient eu un petit peu avant avec justement Zach LaVine, Lauri Markkanen, ou le fameux Rebuild on the Fly, où tu as des jeunes qui sont sympathiques, qui sont pas mal, mais au final, peut-être que voilà, on va dire que c'est plus romantique que bon. Oui. Voilà, on va dire ça. Voilà, voilà, pour pas être trop, pour pas être trop négatif, c'est plus romantique que bon. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est une fin de saison qui est intéressante. Encore une fois, cette notion d'espoir. On a voilà Kobe White qui a fait pas mal de choses cette saison, qui a confirmé sa bonne saison de l'an dernier, avec énormément de bonnes choses, notamment sur de la transition cette année. On a, comme tu l'as bien décrit, Josh Giddey qui s'est rappelé à ses heures du play-in face aux Pelicans d'il y a quelques saisons, le fameux match surprise. Et puis voilà ce Matas Boudzelis en tout cas moi que j'ai découvert cette année, puisque je regarde pas les prospects, et sur la fin de saison effectivement qui a montré des choses intéressantes, le côté longiligne, pas mal de vivacité pour sa taille, donc c'est assez intéressant. Il semble pouvoir shooter un petit peu, donc on verra ce qu'il attend on verra ce qu'il va pouvoir produire en tout cas la saison prochaine, mais je pense que ça va être l'un des joueurs les plus surveillés à Vegas. Je vais rebondir sur ce que vous avez fait. Constant, tu veux rajouter quelque chose? Je t'ai vu lever le doigt avant. Oui, parce que dans ce trio de jeunes, alors c'est pas vraiment un trio de jeunes, mais je m'en voudrais de pas le citer. Le niveau qu'affichait Trey Jones avant de se blesser, c'était quand même quelque chose. Parce qu'on parlait beaucoup de... En fait, j'ai eu l'impression qu'il avait un peu le rôle qu'avait De Somno avant de sa blessure, avec un peu plus de playmaking, cette espèce de scoreur ultra efficace et vraiment très axé sur le playmaking. Je trouve que Trey Jones, sur la fin de saison, s'est complètement révélé, et potentiellement, à voir comment ça se goupille, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur le backcourt, mais peut être vraiment un joueur qui peut être lui aussi porteur d'espoir pour les Bulls la saison prochaine. Tu fais bien de le citer, ce que j'avais aussi omis, ce passage de Trey Jones, mais qui effectivement était assez intéressant. Je ne vais pas reprendre tous les points, mais je suis d'accord avec vous. Déjà, au moment du trade de Zach LaVine, les Bulls ont trop de retard sur le temps, que les équipes en bas du tableau étaient vraiment trop loin. Donc finalement, le fait qu'on ait gagné quelques matchs, qu'on ait retrouvé du plaisir, c'est du positif sur cette fin de saison. Comme tu l'as dit, Tom, en termes de romantisme, en tout cas, c'était cool. C'est vrai qu'on a eu un gros stretch de Josh Giddey. Comme tu l'as dit, Constant, son tir qui ne faisait que rentrer sur le 3 points above the break, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était quand même... on l'a trouvé plus agressif au cercle, comme tu l'as dit, il se contente moins de son petit flotteur, il allait plus chercher les lancers, et avec un drive plus agressif, ça c'est sa qualité qu'il avait toujours eu, mais il arrive à trouver dans les espaces, dans les kick-out, et après dans les espaces, les passes, donc c'était vraiment un beau passage. Le gros stretch de Bouzelis aussi, qui a, je pense que je peux le dire, mais plus d'upside, je pense, que ce que je pensais a priori, en tout cas au début de saison. On a vu son dribble s'améliorer petit à petit, ses drives, il est très physique, il n'a pas peur du contact. Bon, le concours de dunk est une chose, mais c'est quand même quelqu'un qui va beaucoup au cercle. Je garde encore quelques doutes sur le tir, mais on ne sait jamais si ça développe, ça peut être très très intéressant. Alors ensuite, c'est quand même pour mon petit côté râleur, même si sur les 25 derniers matchs, on fait 17 victoires, donc c'est 17-8 sur les 25 derniers matchs. Sur les 17, il y en a 8 face aux Raptors, aux Jazz, aux Nets, aux Blazers, aux Hornets, aux Wizards et aux Sixers. Sur les 9 qui manquent de ces victoires, il y a eu Indiana sans Haliburton, les Kings sans Sabonis et les Nuggets sans Jokic notamment. Donc, on dit toujours, attention au mois de mars, il y a des équipes qui jouent plus ou moins des choses. Les Bulls avaient envie, parce qu'il y a aussi eu ça, comme tu l'as dit Greg, peut-être que ça a été insufflé par le coaching staff, par Billy Donovan, ils sont allés chercher ces play-ins, ils avaient envie de jouer, on a senti du plaisir de la part des joueurs. Donc face à certaines équipes qui étaient dans différents états, je ne sais pas si on peut tirer beaucoup de conclusions, mais en tout cas, ça a un petit peu joué là-dessus. Donc je terminerai sur ce que tu disais Tom, sur cette notion d'espoir ou pas. Ça donne envie, ça pose aussi des questions sur les profils de joueurs, sur Giddey aussi, sa valeur, qu'est-ce qu'il va demander financièrement, comme tu disais Constant. Pour le moment, les finances des Bulls sont à peu près assainies. Bon, il y a le contrat de Patrick Williams, évidemment, mais c'est peut-être le seul mauvais contrat qu'il y a dans l'absolu. Giddey, quand même, sur le match du play-in, on l'a vu, qui a été ciblé assez violemment défensivement. Le début de match était terrible. Le retard qui a été accumulé tout de suite, c'était sur Giddey qui se faisait déborder de partout. Le hit ne s'est pas privé. Même sur son tir, même chose. Ils lui ont laissé le matelas en disant « Allez, les tirs, on a bien rigolé, mais cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué. » Donc, on verra bien à quel point ce sera pondéré entre l'agent de Giddey qui aura à raison envie de valoriser cette fin de saison et les Bulls qui vont peut-être essayer de négocier.
Et ensuite, ben voilà, l'éternelle question dont on pourra reparler dans les prochains mois, prochaines années, entre le ventre mou et cet espoir avec ces profils-là, quel est le vrai plafond de cet espoir-là, de ce groupe de jeunes-là, contre le pari du temps qui, pour l'instant, pas à l'ordre du jour, en tout cas si on en croit les dernières déclats qui ont été faites là sur les conférences de presse de fin de saison. Donc effectivement, malgré tout, malgré tout ça, ça fait quand même. C'est une fin de saison qui a fait du bien, je pense, quand on est supporter des Bulls, parce qu'il y a eu un passage en milieu de saison où j'avoue avoir commencé à rater quelques matchs qui m'étaient pas arrivés depuis un petit moment. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose. On passe aux individus. Je vois des noms de la tête. Si vous voulez voir ces têtes qui font nom, n'hésitez pas à venir voir sur YouTube. En tout cas, on va donc passer aux joueurs et on va rester dans le positif. Tout d'abord, alors il nous manque nos experts de la Pennsylvanie. Pour le coup, on salue Matt et Amine, mais au milieu de cette saison, j'allais dire terrible, c'est peut-être un peu dur, mais oui, si, je pense que quand même, cette saison terrible pour les Sixers, oui, tout le monde est d'accord, et malgré donc une série de défaites pour s'assurer d'ailleurs quelques pourcentages supplémentaires dans la course à Cooper Flag à la draft, il y a un joueur qui s'est un peu démarqué du côté des 76ers, donc c'est Quentin Grimes dont on a décidé de parler. Grimes qui a rejoint les Sixers, donc je le rappelle, au mois de février en provenance de Dallas, dans toute l'histoire autour des échanges à Dallas, on ne va pas y revenir sur les 20 derniers matchs. Voilà, un Quentin Grimes qui est plutôt un joueur positif. Tom, on t'a moins entendu, je t'en prie, parle-nous de la fin de saison de Quentin Grimes. Bon, on va dire que Quentin Grimes, qui était censé jouer le rôle de peut-être de tank commander, mais qui n'a pas justement été ce tank commander puisqu'il a été plutôt bon quand il a joué avec Philly. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a retrouvé dans un rôle un peu moins role player et plus un rôle créateur, puisqu'on sait que toute la franchise de Philly était sur le carreau, enfin le big tree de l'équipe était sur le carreau. Donc on a retrouvé plutôt que le joueur un peu défensif. 3&D qu'on avait pu observer à New York ou ce qui était entendu de lui potentiellement quand il est arrivé à Dallas. Là, on a retrouvé un joueur plutôt pick and roll ball handler, primary ball handler qui se crée ses tirs, qui a été très adroit qui a été plutôt adroit de loin, qui a été efficace, qui a su engranger du volume sans forcément perdre en efficacité, même parfois en améliorant son efficacité. Donc voilà, c'est un joueur qui a fait de bonnes choses. Moi, la question que j'ai avec Quentin Grimes, c'est qu'on sait que Philadelphie l'a récupéré tout simplement parce que ça leur permettait déjà de passer en dessous de la taxe, mais ça permettait aussi à Dallas d'avoir plus de visibilité sur leurs finances en récupérant un joueur plus âgé, ils aiment ça visiblement, un joueur plus âgé avec un contrat, Martin, voilà, avec un contrat qui est plus, on va dire qui est moins variable, puisque tu sais que Quentin Grimes, tu devras le payer cet été. La question, ça va être, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans le sens où lui, peut-être qu'il voudrait être payé pour ce qu'il a montré sur la fin de saison, là où les Sixers, potentiellement, eux, voudront le payer pour le rôle qu'ils envisagent de lui donner l'an prochain. Une vraie question, mais pour revenir sur ces 20 derniers matchs, Constant, je vais te lancer toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Quentin Grimes voilà, à fort usage percentage et à bonne efficacité finalement? La renaissance peut-être de Quentin Grimes qui avait eu, voilà, c'était plus compliqué quand il a été à Dallas que peut-être ce qu'on avait vu avant à New York. Ah, très très bonne efficacité même, parce que si vous prenez le FG sur sa période où il est à Philadelphie, il est dans le 84e centile chez les combos, sachant que il est assisté que sur 49% de ses tirs sur sa période à Philly. Il est passé de 77% de tirs assistés, 72% de tirs assistés à 49%, tout en gagnant en efficacité. Ou plus ou moins, allez, il a peu perdu, mais il était vraiment très très haut en termes d'efficacité du côté de Dallas. Non, vraiment, moi, il y a un truc pas qui me choque dans le jeu de Quentin Grimes sur la fin de saison, mais c'est la rim pressure qu'il a été capable de mettre. La rim pressure qu'il a été capable de mettre, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est pas spécialement grand pour son poste, qui est pas spécialement athlétique, qui est pas spécialement long. Par contre, sa capacité, soit sur ball handler, enfin, soit avec du ball handling, soit à bien utiliser le screener pour pouvoir avoir ses accès au cercle. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, même en provocation de faute, que ce soit les fautes off-ball ou que ce soit les fautes on-ball. Enfin, vraiment, je trouve qu'il avait un petit peu le package complet du scoreur, ce qui était assez surprenant. Effectivement, on l'avait vu même à Détroit, on l'avait quasiment pas vu. Détroit, c'était un peu le rôle où il était censé éclore, en tout cas c'était un peu la franchise où il était censé éclore et s'éloigner, une fois éloigné de New York, de devenir un petit peu ce principal ball handler, en tout cas ce ball handler un peu plus responsabilisé qu'on avait pu voir par séquence sur sa saison sophomore avant de se retrouver
trouvait un peu enterré dans la rotation du côté d'Enix sur sa 3e année. Et finalement, c'est dans un contexte complètement ubuesque, j'ai envie de dire, qui entoure son arrivée, qui finit par éclore. Alors moi, vraiment, je suis content parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup déjà du côté de New York et je suis content qu'il arrive à trouver un rôle. Et je pense que c'est un joueur qui peut endosser plusieurs costumes. C'est-à-dire qu'on l'a vu, du côté de Dallas dans un costume complètement différent, effectivement un peu plus free and D, défense sur le porteur. Là, on l'a vu à Philly dans un rôle de scoreur un peu plus complet, qui serait même capable, je pense, si tu le mets dans un contexte plus compétitif, de gérer potentiellement une seconde unit si jamais tu essayes de stagger un petit peu tes titulaires dans une équipe très forte. Enfin, voilà, moi ça rejoint le point qu'a soulevé Tom, c'est que quand il était du côté de Dallas, il a refusé une prolongation de contrat avant avant le début de la saison régulière pour parier sur lui-même. Moi, la question que je me pose, c'était plus ou moins une full mid-level ce que lui proposait Dallas en termes d'extension. Donc, s'il refuse une full mid-level au mois d'octobre, avec ce qu'il a produit sur sa saison régulière, il va prétendre logiquement à plus. Le problème, c'est que les équipes qui, en termes de cap space, vont avoir plus qu'une full mid-level, il y en a pas tant que ça. Donc ça réduit un petit peu le champ des possibles sur les équipes qui peuvent le signer ou qui pourront prétendre à le signer. Après, du côté du management de Philly, on a dit le management de Philly a déclaré qu'ils s'étaient mis en très bonne position pour le prolonger. Moi, je fais pas confiance au management de Philly dès qu'il faut dépenser de l'argent. Je vous le dis, on salue Matt et Amine, nos amis du podcast 67. Je ne fais pas confiance aux Sixers dès qu'il faut dépenser le moindre penny. Et je ne fais pas de mauvais jeu de mots. Donc voilà, j'attends de juger sur pièce, mais Quentin Grimes, en tout cas, aura tout fait pour toucher un maximum d'argent et pour que sa belle saison soit récompensée d'un point de vue pécunier. Greg, je sais que tu fais aussi partie des amateurs de Quentin Grimes. En plus de te laisser la parole sur cette fin de saison, j'ai envie aussi de te poser la question que vient de soulever Constant sur la question de ce costume. Est-ce que Grimes est ce joueur qui a besoin d'un plus gros costume pour être à ce point positif, et à quel point, suite à ça, on prend le pari basé sur ce stretch-là? Quel costume est le bon et qui sera prêt à lui offrir? Je t'en prie, Greg. Qui sera prêt à s'offrir un nouveau Malik Monk dans son équipe, quoi? C'est-à-dire un mec qui sort du banc, qui est prêt à endosser des responsabilités. Défend. Oui, c'est vrai. Non, mais je parle de la charge offensive notamment, parce que en fait, je rebondis sur ce que tu disais sur ce que l'un de vous deux disait sur le côté staggering des minutes et prise de leadership offensif avec la deuxième unité. Ce que fait Malik Monk, en tout cas ce qu'a fait Malik Monk aux Kings à l'époque Mike Brown. Et c'est vrai qu'il y a ce côté qui est intéressant pour les équipes. Moi, j'ai toujours quand même une interrogation avec ces joueurs qui sont brillants sur des périodes de 6 mois, juste avant la fin de leur contrat. Je me demande à quel point c'est viable sur toute une saison, sur tout un contrat en réalité. Donc, je ne sais pas quelle équipe va pouvoir parier dessus. Je pense qu'on aura de quoi discuter de la free agency un peu plus tard chez Dunk Hebdo quand l'été va commencer. Mais c'est un sujet qui est intéressant, Quentin Grimes. Je pense que ça va intéresser différentes équipes qui auront besoin de ce relais offensif en ayant aussi des certitudes défensives pour aller dans ton sens constant. Mais je me pose beaucoup la question de où ça va atterrir. Est-ce que ça va atterrir dans un projet compétitif ou pas, etc. Moi, je veux une pièce sur Brooklyn. Pareil. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui a montré qu'il peut être un titulaire solide en fait. Et tu vois, même dans le cadre de Philly, on peut se dire que potentiellement ce serait Jared McCain qui prenne ce rôle de feu follet en sortie de banc et lui qui prendrait un peu le rôle qu'avait à un certain moment d'Anthony Melton. Voilà, le 2 two-way à qui tu peux confier un peu de responsabilité, un peu, tu vois, un peu, enfin, votre Kayson Wallace quoi, Kayson Wallace, Aaron Wiggins quoi. La question va être de savoir où va se poser le curseur au final entre le costume proposé par certaines équipes, celui qui va être demandé à la fois par Quentin Grimes et son agent, et puis les situations financières évidemment qui sont toujours... Je trouve que tu vois, il se retrouve un peu, alors je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais un peu dans la même situation que KCP à Détroit, avant qu'il refuse et qu'il parte pour les Lakers. Hein. Je crois que il est allé aux Lakers, c'est ça, avant qu'il refuse de signer, qu'il parte pour les Lakers. Il est un peu dans la même situation où je pense encore une fois que c'est un joueur qui voudra être payé pour ce qu'il a montré et pas pour le rôle qu'on veut lui donner. C'est souvent la question. Et du coup, dans quel type d'équipe tu te retrouves? Est-ce que tu es une équipe où on te file toutes les cartes et que tu n'es pas forcément l'équipe la plus compétitive, ou est-ce que tu prends un costume peut-être un peu moins grand, mais peut-être un peu plus fit pour aller jusqu'au titre? On verra. En tout cas, voilà, Quentin Grimes qui fait une fin de saison canon, un peu à la surprise générale. C'est peut-être un peu gros. Hein. Comme tu disais, Constant, on a vu quelque chose, mais en tout cas, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là.
Donc on voulait le saluer dans ce dernier 4 quarts. Et on termine nos sélections avant de parler des trophées avec une note un peu moins positive. Alors, le joueur dont on a choisi de parler dans une équipe en plus où ce n'est pas la forme forcément, on va parler de Cody Williams. Et je vais vous citer, je trahis quelques coulisses de Dunk Hebdo, je vais citer Ben dans la conversation qu'on a entre nous. Je cite, ouvrez les guillemets, j'ai lu un article expliquant que c'était le pire rookie ever. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et la réponse, la première, a été donnée par Constant, donc je te donne la parole, Constant. Est-ce que Cody Williams est aussi bas dans l'histoire des rookies? Je sais pas si c'est le pire rookie de l'histoire, parce que c'est très difficile à dire, c'est même impossible. Mais toujours est-il que Cody Williams a créé un club dont il est le seul membre. Vous savez, il y a LeBron qui est dans le club des 40-10-10, et bah Cody Williams, il a créé un club. C'est le premier rookie de l'histoire, j'insiste bien sur l'histoire, à être à plus de 1000 minutes jouées, à être à moins de 13% d'usage, et à être à moins de 42 de true shooting. Le premier de l'histoire. Normalement, le true shooting dans l'histoire de la NBA, il fait ça, il augmente. Donc, il y a même des gars dans les années 60-70, ils ont pas fait ça. Ouais, l'usage était peut-être pas calculé dans les années 60-70, mais au moins depuis les années 80, il y a aucun rookie qui a fait ça. Vraiment, Cody Williams. Il y avait la fanbase d'OKC, je parle en connaissance de cause, était plutôt se hyper un peu sur Cody Williams parce que c'était le frère de Jalen Williams, pour ceux qui savent pas. Pour avoir lu des avis de ci, de là, de gens qui suivaient beaucoup plus la draft que moi l'an dernier, il avait déjà un peu ce côté Casper, le gentil fantôme. C'est-à-dire que un pacte un peu nul, statistiquement ça marchait, mais un pacte nul sur un faible volume. Là, cette année, c'est complètement ça. Tony Snellesque. C'est exactement ça. Il a fait des stats Tony Snellesque, il a fait des stats de running, quoi. C'est le truc qui est inquiétant. C'est-à-dire que dans une équipe du Jazz où, on va être très honnête, dès qu'il y a un jeune qui est drafté, il y a beaucoup de gens un peu hipsters qui tombent amoureux. Pas Cody Williams, c'est le seul qui échappe à la règle. Dans le précédent 4 quarts, on avait parlé d'Isaiah Collier. Il y a Kyle Filipowski qui a montré de très bonnes choses sur la fin de saison. Mais alors Cody Williams, il échappe totalement à cette règle. Moi, c'est un truc qui est inquiétant chez lui, c'est que on va pas trahir les insides, mais on va dire que c'est pas le joueur qui semble être le plus motivé pour le sport qui est le basketball, et ça se voit sur le terrain. Honnêtement, ça se voit sur le terrain, son manque d'implication, son manque d'efficacité. Il est à 74 de true shooting plus, il est à 26 points en dessous de l'efficacité moyenne. Enfin, c'est des trucs qui sont même pas envisageables en fait. Scoot Anderson l'an dernier était 7 points de plus efficace par rapport au true shooting plus. Donc ouais, la saison de Cody Williams c'est terrifiante. Pourquoi? Parce qu'il était dans un contexte collectif qui était entre guillemets abyssal, mais au moins il avait potentiellement des options pour s'exprimer. En tout cas, il avait de la place pour s'exprimer, ce qu'il n'a pas fait. Et les peu de fois où il s'est exprimé, c'était pas bon du tout. On n'est pas sur un joueur qui a 18 ans et demi. Non, on est sur un prospect à l'âge classique qui doit avoir 20 ans au moment où on parle. Ouais, je sais pas si Cody Williams c'est le pire rookie de l'histoire, mais toujours est-il que c'est extrêmement inquiétant et que c'est, je pense, une des pires saisons ever pour un mec qui a été pick dans le top 10. C'est sûr que c'est assez compliqué. Bon, il a été, j'allais dire cité, pas vraiment, mais subcité en tant que personne ayant choisi Isaiah Collier dans le dernier 4 quarts. Donc Greg, je vais te donner la parole. C'est vrai que la notion de pire, elle est toujours corrélée à celle des attentes qu'on place dans un rookie. Bon, c'est quand même un choix 10, un choix 10 de draft, Cody Williams. C'est ce que j'allais dire. Bon, tout se joue là, en fait. La différence entre Collier et lui, c'est uniquement le pic auquel tu pars à la draft. Lui, il part en 10, je crois que Collier est en fin de premier tour, voire même en début de deuxième. Je crois que c'est fin de premier. Il y a des mecs qui sont pics après lui, qui ont fait des saisons, qui ont fait des vraies saisons, qui ont fait des vraies saisons. Lui, vraiment, pour le coup, Casper, le petit fantôme, c'est lui. C'est vraiment lui. C'est une très, très bonne image utilisée par Constant. On est à 25% à 3 points. On est à... je sais même pas quoi vous dire. 24% dans le corner. 0,8 lancés tentés par match. Ouais, c'est vraiment... En fait, ça fait presque de la peine, quoi. Et on est quand même à 20 minutes de moyenne sur 50 matchs joués. C'est beaucoup de minutes pour peu de rendement offensif. La défense, bon... De toute manière, la défense, c'est pas l'axe principal du Jazz en ce moment. Mais non, vraiment 25% à 3 points, alors que sur les scootings, tu vois, quand on en discutait cet après-midi, je suis allé lire le scouting report de nos camarades d'envergure et écouter 2-3 bricoles du côté de chez Symbiose. Ça parle quand même de shoot, ça parle quand même d'un peu d'adresse, etc. Machin, tout petit peu de playmaking, mais pas trop, avec un problème de handle, etc. Machin. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'il n'y a rien et qu'on est sur un joueur qui est sur un terrain NBA
et qu'il n'y a pas sa place, tu vois. En l'état, en tout cas, je sais pas où va le projet du Jazz avec lui, mais en l'état, je crois pas que ce soit un joueur qui soit fait pour la NBA, malheureusement, et c'est un pick 10, donc ça coûte cher au Jazz. Le Jazz a peut-être beaucoup de pics et beaucoup de temps devant eux parce qu'en l'état, ils n'ont pas leur joueur principal, on va dire, mais gaspiller un pick numéro 10, c'est toujours un peu triste. Oui, est-ce que c'est pas ça qui rajoute à la déception, Tom, pour te relancer? C'est cette notion un peu par rapport à ce que disait Constant. Il y a aussi le fait qu'il ait beaucoup joué de minutes. C'est un joueur, donc pick 10, mais qui a eu l'opportunité de jouer le rôle dans une équipe qui tangue, donc comme disait Greg, qui est encore en reconstruction, en train de chercher ses joueurs. Et là, pour reprendre une image que Ben utilise souvent quand on va chercher les stats sur cleaning de glace, quand tout est en positif, on se rapproche du rouge, on est du orange de plus en plus foncé. Quand c'est le plus en plus mauvais, on va vers le bleu. Et du côté de Cody Williams, tout est en bleu, quoi. Ouais, on est dans l'océan Pacifique. Exactement. On est aux îles Caïmans, là. Faut pas être thalassophobe, hein. Clairement, c'est la thalassophobie, son truc, quoi. Et surtout que même offensivement, ce qui est un peu dérangeant, c'est que la plupart des tirs qu'il a pris, et même notamment tous les tirs à 3 points, il est grand ouvert. Un peu, c'est un peu la sélection de tirs d'Isaac Okoro d'il y a quelques années, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment laissé grand ouvert, qui est pas défendu. Et en gros, sa calling card, lui, je pense, pour avoir du succès à NBA, ça va être avant tout la défense. Est-ce qu'il va être capable, c'est un joueur de grande taille, est-ce qu'il va être capable de défendre les petits, quoi? Pour, par exemple, sur les long ball handlers, peut-être à lâcher, ou même pour un peu devenir défensivement ce qui est peut-être devenu Jaden McDaniels, par exemple. L'espèce de long gars hyper longiligne. Et en fait, on arrive sur la théorie des différents profils de joueurs draftés, entre guillemets, avant lui, sur pas mal de capacités physiques. Cam Reddish, Zaire Williams, Ousmane Dieng, de votre côté aussi, Constant. Donc on est sur des morphotypes physiques, des joueurs très longilignes, assez vivaces, où il va falloir qu'ils puissent apporter, en tout cas en défense, puisque en attaque, ils partent de très très loin. Et, des profils qui ont fonctionné d'ailleurs. Ouais, que des profils qui ont fonctionné d'ailleurs. Hein. Récurrence. Mais bon voilà. Encore une fois, hein, je pense que il part de très 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 loin. Mais voilà, lui, il va falloir essentiellement qu'il fasse de la défense et qu'il arrive à faire quelque chose avec le ballon, quoi, parce que offensivement, il va pas pouvoir rester en NBA s'il n'est pas un minimum une plus grande menace que ça, quoi. Ouais, c'est comme ça que j'allais rebondir par rapport à ce que vient de dire Constance. Est-ce que ce rôle-là, en plus de joueur long qui défend, même s'il défend plutôt bien, mais qui est injouable de l'autre côté, c'est vraiment un profil qui a de l'avenir dans la fin des années 2020, début 2030 en NBA? C'est pas certain, évidemment, donc ça, voilà, c'est pas très rassurant en tout cas pour le début de carrière de Cody Williams. Ce qui nous amène, et je suis assez content au niveau du chrono, on est plutôt pas mal, ce qui nous amène au bout de cette sélection pour notre 4 quarts, pour notre dernier quart de la saison régulière, et ce qui nous amène donc à la conclusion, au fameux trophée. Il y a Greg qui se frotte les mains pour celles qui ne le voient pas. Telle une mouche. Oui, telle une mouche prête à se laver le visage. Exactement. Puisqu'on va parler des trophées de saison régulière. Alors, les trophées classiques, peut-être que vous aurez les trophées Dunk Hebdo prochainement. Mais pour le moment, on va s'attaquer aux trophées NBA. Alors, petit disclaimer, on en parlait, on en rigolait un petit peu entre nous avant de commencer cet enregistrement. Il y a le critère des 65 matchs maintenant en NBA, 65 matchs qui crée pas mal de questions. Peut-être qu'on y reviendra quand on va citer quelques noms. Et je me suis amusé à aller regarder le nombre de joueurs éligibles cette année. C'est 169 joueurs qui sont éligibles. Alors évidemment, ils n'ont pas tous le niveau nécessaire, mais en tout cas, ils sont 169 à passer les 65 matchs si on compte tous les joueurs qui ont joué au moins un match. Alors il y en a, c'est des toués, etc. Mais il y a quand même 500, ça fait pratiquement 570 joueurs. Donc ça fait peu de monde à classer, mais quand même quelques catégories. Et notamment pour commencer, puisque je viens de terminer avec un rookie qui a eu une saison très compliquée. Parlons de ceux pour qui ça s'est mieux passé. Parlons du trophée du rookie de l'année. Une course, alors j'allais dire à combien? C'est un peu ma question. Je ne sais pas qui veut se lancer dedans, si quelqu'un a envie de lever la main. La course à combien? Je vais citer quand même les premiers noms, puisque a priori, voilà, on a un Stéphane Kessel, un Stéphane Château, comme j'aime l'appeler, qui sur la longueur de la saison avait un petit avantage. Et puis sur la fin de saison, on a vu émerger quelques joueurs, dont un certain Français, un certain Zachary Rizaché. Est-ce que ça joue qu'entre ces deux-là? Est-ce qu'il y a d'autres noms qu'on a envie de citer? Constant, je sais que j'en ai grillé quelques-uns des noms, puisque tu me l'as reproché avant qu'on enregistre. Je t'en prie, comment on tranche cette course au rookie de l'année?
Bah, c'est simple. En A, on met Stephen Chateau et puis après, on se débrouille pour mettre le reste. Voilà. Moi, j'ai fait un classement. Tous mes classements sont faits comme si j'avais un bracket, enfin comme si j'avais un ballot, comme si j'avais une voix. Donc, pour le Roy, il faut citer un top 3. Donc, en troisième, j'ai Jalen Wentz. Pourquoi? Très rapidement, parce que la capacité, et Tom en parlera bien mieux que moi, la capacité à être valuable pour un joueur rookie tout en ayant un rôle un peu bâtard dans un effectif qui avait besoin de son profil, là où d'autres joueurs type Vince Williams, type J.J. Jackson se sont un petit peu cassés les dents. En deuxième, j'ai Zachary Rizaché. Pourquoi? Parce que l'évolution de son niveau offensif au fur et à mesure que la saison a progressé est quand même très intéressant. Et là, pour le coup, on est sur un joueur en début de saison. Tu avais peur de voir le profil et de voir ce que ça allait donner sur la fin de saison. J'ai l'impression qu'on a un vrai joueur NBA, qu'on a un vrai scoreur NBA, même si je le trouve quand même très dépendant de la création, soit de Daniel, soit de Triangle. On n'est pas vraiment dans de l'autocréation. Pourquoi je mets Stephen Castle premier? Parce que la régularité sur l'intégralité de la saison, ça vous allez voir que dans mes trophées, c'est quelque chose que je valorise, c'est avoir été bon du match 1 jusqu'au match 82, ce qui n'est pas forcément le cas pour Isaché qui a monté un peu plus en puissance au fur et à mesure de la saison. Donc j'ai envie de récompenser la régularité à l'échelle d'une saison entière. Parce que défensivement, je trouve que Stephen Castle, alors on a parlé de la défense des Spurs de manière très négative, mais c'est souvent lui qui s'est retrouvé à défendre les meilleurs attaquants adverses. Si vous prenez la match-up difficulty sur Basketball Adex, Stephen Castle est à 2 de match-up difficulty. Quand vous commencez à taper 1,5-2, c'est que vous arrivez sur vous défendez souvent des bons attaquants, là où Zachary Rizaché est à moins 0,5, et aussi le playmaking. Le playmaking de Stephen Castle, là où le playmaking de Zachary Rizaché est quasiment inexistant. Donc voilà, Rizaché est un peu plus efficace que Stephen Castle, mais la défense, plus grande régularité que sur l'intégralité d'une saison, plus d'autocréation pour Stephen Castle, plus de défense, ça fait que pour moi, il est assez clairement le joueur que je vois rookie de l'année, ou en tout cas à qui je donnerais le vote du rookie de l'année. Tom, je vais me tourner vers toi puisque Jalen Wells a été cité. Si tu veux développer un petit peu sur la saison du rookie du côté des Grizzlies et puis ensuite peut-être trancher, je ne sais pas si tu as d'autres noms aussi à glisser, mais trancher en tout cas ce débat Castle-Rizaché. Oui, essentiellement, ça va être les trois mêmes noms qui reviennent. Hein. Tu as parlé, Constant, de la match-up difficulty de Basketball Index. Jalen Wells, il est cinquième de toute la ligue sur la match-up difficulty. On parle d'un rookie du second tour qui a été le défenseur du point d'attaque. Et voilà, il y a certains profils qui lui posaient problème, mais qui n'a pas de problème contre Luka Doncic, contre les LeBron James, voilà, contre les James Harden et tout ça. Puisque encore une fois, c'est un joueur rookie qui vraiment a fait pas mal de bonnes choses, en tout cas dans cette saison, qui a pris le poste clairement qui était promis potentiellement à un joueur comme Marcus Smart, qui lui a pris le poste, ou même Vince Williams ou même J.J. Jackson dont tu as parlé, Constant, et qui a fait du bon boulot. Il n'était pas là par défaut. Et en plus de ça, c'est un joueur qui a aussi la panoplie du tir lointain, même si on a vu que sur certains matchs, les défenseurs, les équipes adverses le défendaient comme un non-shooter. Mais en fait, je pense que lui, il pâtit beaucoup plus. Alors oui, il y a une baisse de niveau à partir du All-Star Game, aussi parce que le niveau est aussi monté et la difficulté des match-ups les match-ups étaient beaucoup plus difficiles. On peut se souvenir par exemple d'une des prestations, notamment face aux Wolves, où Anthony Edwards est littéralement un top lock pendant tout le match, il ne fait rien. Il y a eu des prestations aussi comme ça face à Stephen Curry, où Stephen Curry ne met quasiment rien. Donc voilà, c'est un joueur qui a fait énormément de choses positives et qui je pense pâtit, en tout cas dans sa candidature du coup de la chute de Memphis au classement, et aussi du fait que bon, il a été blessé, puisqu'au final c'est quelqu'un, s'il avait pas été s'était pas fait dessouder à l'arceau par un joueur de Charlotte qu'on salue, qui aurait pu contribuer justement sur les matchs coup près. Et on aurait peut-être encore plus vu sa valeur, notamment à l'échelle nationale, puisque les matchs coup près de Memphis étaient diffusés en antenne nationale, et qui était sur le point de jouer les 82 matchs. Donc, joli dossier pour Jalen West, effectivement. Greg, est-ce que toi aussi tu as ce trio dans cet ordre? Est-ce que tu as peut-être d'autres noms que tu as envie de citer? J'aimerais bien citer Alex Sarr quand même du côté des Wizards, ne serait-ce que pour saluer Ben, notre guide éternel, qui l'a beaucoup beaucoup aimé.
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Alexa. En plus, vous savez que j'ai une affection particulière pour ces Wizards. Et j'avoue que le boulot de Sarr, notamment sur la défense, les aides, etc., j'ai trouvé ça hyper intéressant. Néanmoins, clairement, la défense sur point d'attaque de Jalen Wells, sélectionné un pick juste avant Ozo Ighodaro, j'attendais pas. Je l'attendais pas là, Jalen. Et je suis très heureux pour Memphis. Et je pense clairement, pour corroborer ce que tu disais, Tom, que si Memphis finit second ou troisième de la conférence Ouest, comme ça a été le cas de temps en temps cette saison, clairement, Jalen Wells, à mon avis, met peut-être Stephen Castle dans son rétro, ou en tout cas va titiller cette place numéro 1, et laisse en tout cas pour sûr Zachary Rizaché à la place numéro 3. J'ai aussi je ne vais pas revenir sur Stephen Castle parce que vous avez tout dit dessus, mais j'ai beaucoup aussi aimé Zachary Rizaché et sa manière d'être un joueur utile à son équipe des deux côtés du terrain. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors clairement, il jouit beaucoup du playmaking de Trae Young et de Dyson Daniels, tu l'as dit, Constant, et notamment de Trae Young. Je trouve que son entente est très bonne. Et ce que j'ai aimé aussi chez Rizaché, c'est cette constante progression à l'adresse tout au long de la saison. Des gros problèmes en début de saison, on se dit attends, Rizaché à 3 points, ça va être une catastrophe, etc. Et en fait, il finit la saison, je crois qu'il fait 2 ou 3 mois d'affilée à plus de 40% à 3 points. Ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper encourageant. Il y a des échéances en plus avec l'équipe de France cet été, je crois, qui vont être en plus intéressantes avec Rizaché, Sarr et le reste de la génération, d'autant plus si sur le front court, Victor Wembanyama est absent. Donc voilà, au top. Les deux Français, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, Wells et Castle, c'est quand même costaud. Toi, t'as qui, Adrien, dans ton top rookie? Je vais pas faire long non plus. J'avais le même trio, bien sûr. Et puis, je voulais appuyer ce que tu viens de dire sur Rizaché qui a. Voilà, la comparaison avec Cody Williams juste avant fait un peu mal. On est justement sur le profil, par rapport à ce que tu disais, Tom, un peu plus tôt, le profil role-player que tu veux. Alors, certes, talent dépendant, je suis bien d'accord avec ce que tu disais, Constant, ce que tu viens de rappeler, Greg, mais si tu as le talent en question, si tu as ton créateur, c'est ces gars-là que tu veux. Le mec qui est long, qui est bon défenseur, qui est adroit, parce qu'il est devenu à un moment donné, c'était pratiquement Klay Thompson. On a vu des matchs tellement, avec un scoring sans poser de dribble, même dans les cuts aussi. Il a un sens du timing sur les cuts qui est hyper intéressant, notamment quand ton créateur est Trae Young et qui aime beaucoup te trouver. Donc voilà, c'est ce profil-là. Sur la saison, je rejoins ce que tu disais, Constant, tout à l'heure. Je pense que c'est Stephen Castle qui le mérite sur l'ensemble de la saison. Mais avec la dynamique dont tu parlais, Greg, et dans le futur proche, ça m'étonnerait pas que Rizaché soit le chouchou à court terme, on va dire, à moyen et long terme. Après, on verra. Il y a peut-être des profils. Il y a Wells, il y a Bouzelis, évidemment, on a cité son nom. Donc, me permet de le remettre là au cas où, mais j'avais ce même trio dans le même ordre. Ouais, rajouter 3 noms, puisque très vite fait, Zakidi, on parlait de montée en puissance sur la fin de saison. La montée en puissance de Zakidi sur la fin de saison du côté de Memphis, à partir du moment où Brandon Clark est laissé, ou Aldama défend plus, enfin voilà, on peut faire des reproches à Zakidi, mais toujours est-il que son impact statistique n'est pas à démordre. Il apporte quand même pas mal de trucs à Memphis, là où Jaren Jackson Jr. est parfois un peu déficient, notamment sur des questions de rebond. Et puis puisque Greg parlait de son amour pour les Wizards, moi je m'en voudrais. Et pour le coup, ça va complètement à l'encontre de tous mes principes. Je m'étais dit, arrête de fonder des espoirs sur des flashs. Mais il y a des flashs défensifs de Keyshawn George qui sont monstrueux. Monstrueux. J'ai pas peur de le dire qu'ils sont monstrueux. Allez voir. Alors, il se blesse vraiment au pire moment sur la fin de saison. Allez voir le match que les Wizards vont aller remporter à Denver. Le match de Keyshawn George est fabuleux. Dantesque, ouais. Fabuleux. Et en termes de capacité à provoquer des turnovers ou à provoquer des situations où la balle est vivante, que ce soit avec des interceptions ou avec des comptes, on est sur un profil de playmaker de grande taille, shooter de gros volume à 3 points, tout en étant capable de provoquer des stocks. L'efficacité n'est pas là, mais par contre, ce que j'ai vu est extrêmement prometteur. Et le dernier rookie des Wizards, c'est évidemment Bob Carrington, qui a joué les 82 matchs. Puisqu'on en est aux mentions, j'ai envie de citer Kelly Ware quand même du côté de Miami, qui je pense est une bonne surprise. Et bien sûr une pensée, parce qu'on a parlé d'eux et de cette saison compliquée, à Jared McCain, qui subit la règle des 65 matchs, qui était parti en tout cas en début de saison pour probablement aller chercher ce trophée. Je sais pas, Tom et Greg, si vous avez quelques mentions autres que vous vouliez placer. Ryan Deneoso et Godaro sont les deux seuls rayons de soleil des Suns sur toute la saison, avec le mois et demi de Colin Gillespie, qui est un sophomore. Mais Ryan Deneoso et Godaro sont les deux seuls joueurs qui ont été intéressants toute la saison pour les Suns. Merci Budenholzer de ne pas les avoir fait jouer pendant un mois et demi. Ça nous a permis d'être sûr qu'il fallait effectivement
te foutre dehors. On passe à la rubrique suivante. Constant l'a cité, Constant l'a cité un petit peu en début de podcast, Kyle Filipowski qui fait une saison offensivement qui est assez intéressante depuis qu'il a, au relais de justement de Lauri Markkanen, qui a montré de belles choses, des fois même à la place de Walker Kessler ou des fois à la place de John Collins sur la fin de saison. Donc je pense que c'est à saluer. Les gars un peu trouvés comme ça du côté de Philly, là, les Dautins, Edwards, Adem Bona. voilà, Adem Bona, voilà, des gars qui ont fait quand même, qui ont montré de belles choses. Alors encore une fois, attention au basketball de mars et d'avril, hein, puisque ça veut pas forcément dire grand chose quand il y a les choses sérieuses qui se jouent. Mais voilà, ce sont des joueurs qu'il faut citer. À un moment donné, il y avait beaucoup de choses autour de d'Alton Knet au niveau des Lakers. Et au niveau des Lakers. Donc voilà, ce sont des joueurs à saluer. Voilà. Ouais, finalement, il y a pas mal de noms parce que tu me fais penser à Yves Missy, tu me fais penser à Donovan Clingan sur cette, je voulais dire, cette QV de rookie de l'année. Je te redonne la parole, Greg, cette corvée de rookie qui nous était annoncée comme moins forte peut-être parce que le haut du panier était moins fort en termes de potentiel, mais globalement, on a quand même pas mal de joueurs qui peuvent faire une bonne carrière. Mais c'est une cuvée qui est très dense en fait. C'est une cuvée qui tape pas très haut en termes de talent quand tu es dans la loterie. Mais par contre, là, on a cité des noms du second tour qu'on a déjà identifiés comme valuable pour leurs équipes dans les plans de reconstruction ou dans des équipes qui ont tourné. Jalen Wells a tourné avec Memphis. Filipowski dans un plan de reconstruction, mais tu as aussi des Hug Porty qui ont montré des trucs sur des stretches de 10 matchs avec New York. C'est le dernier joueur à avoir été pick sur cette draft-là. Enfin, il y a des Ozo Ighodaro. Enfin, tu vois, tu as des noms vraiment... Tyrion Shannon, Tyrion Shannon aussi qui a eu de bonnes minutes. C'est ça, Tyler Kolek, etc. Tous ces noms, en réalité, on les connaît. Ils se sont inscrits dans le paysage NBA, pas forcément comme des stars, voire même des superstars et des porteurs de projets de reconstruction. Mais c'est déjà des joueurs qui ont été référencés alors qu'on parle de joueurs qui sont de fin de premier tour ou même de second tour, quoi. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Et tout ça en l'absence de Richie Porte qui a quasiment pas joué de la saison, quoi. Ouais. Et même de Rob Dillingham. Et Dillingham, mais bon, Dillingham, on va pas en parler parce qu'après on va nous dire dans les commentaires nanani nanana. Voilà, ce sera le mot de conclusion. C'est le meilleur, les commentaires, c'est le meilleur. Mais on va passer à un trophée où on pourra retrouver peut-être dans le futur certains de ces noms-là, et un trophée également où il y a beaucoup de noms qui pourraient tourner. Alors, il y a une grande question aussi qui est posée cette année, c'est celle du MIP. Déjà, je vais poser le décor, on va parler du Most Improved Player, donc la meilleure progression de l'année. Alors, le premier nom, je le pose maintenant, avant de vous donner la parole, qui revient, c'est celui de Cade Cunningham, mais le débat avec est-ce qu'un haut pic de draft qui enfin s'affirme mérite un MIP. Il y a d'autres noms autour, je ne vais pas griller mes cartes pour commencer. Je ne sais plus avec qui j'avais commencé les rookies. Je crois que j'ai commencé avec Constant. Donc on va tourner, je vais faire dans l'ordre de l'affichage sur mon écran. Donc Tom, c'est vers toi que je me dirige. Du côté du MIP, quels noms sont dans la course selon toi et à qui tu le donnerais finalement? Pour moi, il y a 3 gros noms qui se détachent. Le premier, c'est Tyler Hero. C'est quelqu'un qui a totalement réinventé son jeu cette saison. Qui est passé entre guillemets première option offensive, puisque voilà, Jimmy Butler ne l'était plus, et puis même Bam Adebayo a essayé de prendre un peu plus de volume cette année. Ça n'a pas été très bien, en tout cas ça n'a pas été très concluant en tout cas de ce côté-là. Et on a eu un Tyler Hero qui a été All-Star pour la première fois et qui portait aussi cette attaque du 8 avec un peu moins justement de jeu dans la zone à 2 points, beaucoup plus de pull-up et vraiment un moteur offensif par rapport à cette saison. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui a changé vraiment de dimension cette saison, et c'est à saluer puisque c'est quelqu'un qui partait déjà qui avait déjà eu du succès dans la ligue, puisqu'il avait déjà été élu minimum, il avait déjà eu du succès avec un style de jeu et qui a totalement démoli entre guillemets ou déconstruit son style de jeu pour passer un autre palier de progression. L'autre progression que j'ai, c'est Evan Mobley qui est passé d'un très bon joueur solide titulaire l'an dernier à littéralement All-NBA cette saison. Donc et All-NBA il spoil. Mais quand je dis All-NBA, c'est pas All-NBA sur une team parce qu'il y a des blessés, quoi. C'est All-NBA totalement mérité. Et ça, je trouve que c'est un passage qui est vraiment difficile, encore une fois, de passer de bon starter non All-Star à All-NBA. Enfin, c'est vraiment un gros gap. Donc c'est quelque chose que j'évalue. Et le dernier que je considère vraiment, c'est vraiment Ivica Zubac. Ivica Zubac, voilà, qui a encore une fois l'encre défensive, le joueur sur lequel les autres joueurs de la ligue viennent s'empaler une fois qu'ils ont
ils ont dû franchir le rideau défensif créé par Chris Dunn. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup progressé des deux côtés du terrain, qui a su être présent et surtout qui a joué beaucoup de minutes. Et c'est quelque chose qui est important pour une équipe justement qui n'a pas de backup. Et du coup, tu trancherais où? Tu le donnerais à Tyler Hero? Moi, je donnerais plutôt à Evan Mobley par rapport au gap qu'il a fait et par rapport à la notion de progression, parce que je trouve que ce qu'il a fait est beaucoup plus dur. Le changement de costume, la marche Voilà. La marche est beaucoup plus haute, voilà. Très bien. Et ben Greg, je me tourne vers toi. Si tu as les mêmes noms, si tu as d'autres noms à nous proposer, et surtout un trophée à décerner. Ton micro est coupé, Greg. T'es encore mute. C'est magnifique. Je vais Si y vous aller, êtes sur je vais y YouTube, aller. c'est extraordinaire. Je vous Désolé. conseille de venir sur YouTube pour voir Greg parler avec le micro muté. Mais ça y est, on t'a retrouvé. Je t'en Le prie, vieux, Greg. le vieux qui met une demi-heure à trouver la bonne fenêtre. La fenêtre d'Overton. Exactement, qu'on ne salue pas. Moi, j'ai deux noms en commun avec Tom. J'ai Tyler Hero et Ivica Zubac. Mais par contre, aucun des deux n'est sur le podium. Enfin, premier de ce classement MIP. Moi, j'ai Austin Reeves en numéro 1. J'ai Austin Reeves parce que ce que j'ai bien aimé, alors je sais, les gars, je vois les deux goats dodeliner déjà, je sais que je vais me faire frire, évidemment, par Constant et Tom. Mais je vais assumer ma patate chaude. Je vous explique pourquoi Austin Reeves. Début de saison, Austin Reeves, c'est l'option numéro 3 parce que les Lakers essaient encore de tester D'Angelo Russell. Il y a le trade de Russell. Austin Reeves, on lui dit, c'est toi maintenant qui es le playmaker principal. LeBron est en relais. LeBron sera ton second couteau de luxe et organisateur, à l'oral de ce qui se passe sur le terrain. Capitaine de l'équipe. Et puis, Luka Doncic arrive et Austin Reeves est à nouveau relégué en troisième playmaker. Et malgré ça, Austin Reeves fait une saison que moi je trouve d'une très grande propreté, d'une très grande qualité, valeur sûre de l'attaque des Lakers. Et ça me fait mal de le dire en tant que hater des Lakers. Mais j'ai trouvé qu'il avait enfin trouvé son registre et la confiance de cette attaque des Lakers. Il y a quelques progrès encore à faire du côté défensif, d'autant plus quand tu as une charge offensive qui augmente. Mais moi, j'ai trouvé que vraiment, cette année, c'était le joueur qui m'avait le plus frappé. J'ai pas Evan Mobley dans ce classement parce que pour moi, Evan Mobley a peut-être passé le cap d'être dans le cadre du MIP en tout cas en statut, en termes de statut dans la ligue. Mais évidemment, sur tous les arguments que tu as donnés, Tom, à propos de Evan Mobley, si on les met à plat sur une table, il y a un vrai dossier. Et après, j'ai Tyler Hero, parce que Tyler Hero fait finalement à peu près la même chose que Austin Reeves du côté de Miami. C'est à débattre sur le côté, explosion, parce que chez Tyler Hero, il y a vraiment aussi ce changement total de statut, et notamment avec le départ de Jimmy Butler. Mais entre la réussite des Lakers et les échecs de Miami, j'ai préféré privilégier l'apport d'Austin Reeves dans la réussite des Lakers plutôt que Tyler Hero, seul rayon de soleil du côté du 8. Quoi. Je t'en prie, Constant, cueille-moi. Non, ma réaction, c'était pas Austin Reeves, c'est que mon top 3, vous n'en avez cité aucun de mon top 3. Aucun genre cité. Alors pourquoi moi j'ai pas Ivica Zubac, pourquoi j'ai pas Tyler Hero, pourquoi j'ai pas Austin Reeves? Pour moi, déjà, j'ai beaucoup de mal à donner le prix du Most Improved Player à un joueur qui a déjà été 6e homme de l'année. C'est déjà un joueur qui a été récompensé. Donc j'ai du mal, même s'il s'est réinventé, il aurait fallu que tu aies une progression. Faudrait que Tyler Hero soit passé à un niveau All-NBA, j'ai envie de dire, pour qu'il soit vraiment dans les considérations. Pour moi, la progression statistique, quand bien même il s'est réinventé dans le jeu, pour moi, le MIP doit passer aussi par une progression statistique, ce qui fait que je comprends absolument pas pourquoi Cade Cunningham est le favori pour ce trophée-là, parce qu'il fait plus ou moins la même saison que l'an dernier en termes d'efficacité, en termes de statistiques. Il est juste récompensé parce que les Pistons sont passés de 15 wins à 48, je sais plus à combien ils sont, mais à peu près dans ces eaux-là. Ils sont passés de dernier à jouer les Knicks au premier tour. Non, moi, mon top 3, c'est le top 3, entre guillemets, classique d'un MIP, puisque en troisième, j'ai Dyson Daniels, parce que le changement de rôle, lui, pour le coup, est quand même très intéressant. Alors, je vois Tom Dodliner. Un nom qu'on va reciter. Tom va dire, effectivement,
est-ce que c'est un MIP ou est-ce que c'est un joueur qui a eu un minutage plus important et plus de responsabilités? Je sais pas. Toujours est-il que la progression statistique est là. Le changement de rôle est quand même là parce qu'on est passé d'un joueur qui était un joueur que tu envoyais défendre sur le point of attack pour faire un petit peu de connecting du côté des Pels à un joueur qui fait du playmaking et à une espèce de couteau suisse défensif. Alors, voilà, on en reparlera certainement à un autre moment. Donc troisième, j'ai Jason Daniels. Deuxième, j'ai Christian Brown. Parce que Christian Brown, la progression là aussi, certes le minutage est plus élevé, mais la transformation du jeu de Christian Brown, quand bien même on avait beaucoup de doutes, et moi le premier sur ce 5e titulaire, j'avais déjà beaucoup parlé avec Ben quand on a fait pourquoi ils gagneront pas sur les Nuggets. Christian Brown est passé d'un joueur sympa en sortie de rotation à être un des meilleurs joueurs de transition de toute la NBA, que ce soit en points par possession ou en ressenti. La progression à 3 points est là, enfin vraiment j'adore la saison de Christian Brown et je trouve qu'il doit être mentionné. Pourquoi il est deuxième et pas premier? Parce que je trouve qu'il y en a un qui a progressé et personne n'a autant progressé que Ty Jerome. Ty Jerome, c'était un joueur qui était mort. C'était un joueur à OKC, il était bien, puis après il est parti se perdre du côté des Warriors. L'an dernier, il jouait pour sa survie en NBA. On reparlera de Ty Jerome quand il faudra parler d'un autre trophée. Pour moi, c'est la plus belle progression. C'est-à-dire que tu avais un joueur qui était pas efficace, qui était dans aucune rotation, qui d'un coup passe 7e homme de la meilleure équipe de la conférence Est avec un shot-making de fou furieux, avec un énorme playmaking. Pour moi, Ty Jerome, c'est la meilleure progression qu'on ait pu voir cette année en NBA. Ça se défend. Ah, c'est bien argumenté, hein, évidemment. Ça se défend. Le Ty Jerome, il se défend grave. Après, sur Dyson Daniels, pour revenir à lui, je suis moins sensible au projet sophomore sur le MIP, simplement parce que, en plus, troisième année, Dyson Daniels. C'est sa 3e année? Oui. Okay, c'est la même draft que J-Dub. J'ai rien dit alors. Mais du coup, quand bien même l'argument des minutes entre et des responsabilités des Pelicans aux Hawks est pour moi un argument quand même assez valable. Mais les profils que tu cites, en fait, c'est une course qui est très ouverte en réalité. Tu vois, on se rend compte. Oui, parce que les critères sont jamais les mêmes d'une année à l'autre. Oui, et d'une personne à l'autre. Chacun a ses critères. Il n'y a pas de critères propres. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères pour. Encore moins pour le MIP. Oui, c'est un des trophées qui est assez flou, sur les règles. Est-ce qu'il y en a vraiment? On dit que les sophomores peuvent pas, mais ça c'est déjà arrivé. C'est toujours une vraie question. Bon, après les noms, j'avais mis sur la table tous les noms que vous avez cités là. Enfin, j'en avais pas de supplémentaires. Alors j'ai pensé à un moment donné, je me suis dit tiens, peut-être Greg parlera de Denis Vdia, même si c'est un peu plus loin. Mais après, pour rejoindre, il l'a fait rapidement, pour rejoindre un peu ce que disait Tom en termes d'étapes franchies, de marches, etc. J'ai envie, moi, de donner ma petite voix, qui ne vaut pas grand-chose, mais tout de même, à Tyler Hero, parce que je trouve que, justement, s'affirmer en tant que première option offensive viable d'une équipe, alors compétitive, ça dépend où on met le curseur. Mais en tout cas, je trouve que c'est un step qui se salue d'un joueur qui s'est réinventé, comme tu disais, Tom, sur les types de tirs qu'il prend et sur même dans son playmaking, je trouve que du côté de Miami, il a su répondre à cette responsabilisation. On parle souvent de l'augmentation d'usage en restant efficace. Là, c'est une augmentation de costume au sens plus large et je trouve que ce serait mérité. Mais effectivement, tous les noms qui ont été cités, que ce soit Brown, Zubac, Reeves, Ty Jerome, bien sûr, c'est des noms qu'il y avait écrit là. Est-ce que vous avez d'autres noms quand même où saluer des progressions, où ça fait déjà quand même pas mal de joueurs cités? Je vais faire un peu le homer, mais Jaren Jackson Jr. et puis Desmond Bane cette saison encore. Hein. Ah, mais Desmond Bane qui a toujours été fort. Desmond Bane, il finira sa carrière, il aura aucune récompense individuelle, alors que ça aurait été un joueur incroyable. Oh, il aurait bien All-Star à un moment. Je pense pas. Il est à l'ouest, hein. Oui, bah attends. attends la prochaine expansion quand ils mettront Memphis à l'est. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, écoutez, ça nous fait une belle liste, en tout cas, de concurrents pour le MIP, à voir le narratif que va choisir la NBA au final. C'est peut-être un peu ça qui va faire la décision. Cade, on sait déjà ce qui va se passer. Hein. Et c'est ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de Cade. Alors, le trophée, transition, puisque tu as parlé de Ty Jerome Constant, je pense qu'il fait partie, en tout cas, il fait partie des miens, des noms que j'ai mis sur le podium des potentiels 6e hommes. Et cette fois-ci, c'est à Greg que je vais donner la parole pour démarrer. Donc on a cité Ty Jerome, j'imagine qu'il y en a d'autres. Il y en a un du côté des Celtics, je pense, peut-être du côté des Pistons. En tout cas, qui sont les meilleurs 6e hommes de l'année selon toi, Greg? Les meilleurs 6e hommes de l'année, selon moi, sont
pas Bradley Beal, clairement. Non, mais c'est les deux Faut pas joueurs s'en que tu as. empêcher, hein. Obligé. Le duo qui sort, c'est le duo que tu as cité, sans les citer, c'est-à-dire Peyton Pritchard du côté des Celtics et Malik Beasley. Moi, j'ai une mention honorable à DeAndre Hunter, qui est un 6e homme qui a été valable aux Hawks sur le début de la saison et qui l'est aujourd'hui aux Cavs. Et vous savez que j'ai beaucoup d'amour pour ces Cavs-là, mais je crois en plus à une excellente saison de DeAndre Hunter. Donc, je l'ai clairement 3e de ce classement. J'ai Peyton Pritchard en numéro 2 et j'ai Malik Beasley en numéro 1. Pourquoi j'ai pas Peyton Pritchard en numéro 1 ? Simplement parce que j'ai l'impression que dans le collectif des Celtics et dans cette synergie-là, la bonne synergie, pas le site Beaucoup trop cher. Le site Ouais, de vol, exactement. le site Dans- de voleur. Voilà, exactement. Dans cette synergie des Celtics, j'ai l'impression que il est plus facile, entre guillemets, sans vouloir vexer aucun fan des Celtics, mais il est plus facile de prendre des responsabilités parce qu'on est rassuré par les 4 autres joueurs autour de nous qui savent tout faire, qui savent shooter à 3 points, qui savent se replier en défense, qui savent défendre sur demi-terrain, qui savent attaquer sur demi-terrain, etc., qu'on pourra trouver au bout d'une passe parce qu'ils sont parfaitement placés, etc., etc. Il y a tellement de synergie et de talent du côté des Celtics que j'ai l'impression que ça permet mieux l'éclosion de profils secondaires, et donc c'est ce dont on parle quand on dit que les joueurs 8, 9 et 10 des Celtics sont aussi valuables que les 6, 7, 8 d'autres équipes, et qui sont eux aussi des prétendeurs au titre. Donc voilà pourquoi j'ai Peyton Pritchard en 2. C'est quand même bien d'être 2 d'un classement comme celui-ci. Et donc j'ai Malik Beasley en 1 parce que saison historique au shoot tant à l'adresse qu'au volume. Moi, personnellement, il m'a presque fait oublier par séquence que Jaden Ivey était blessé et qu'il y avait d'autres guards du côté des Pistons. Et on a vraiment une complémentarité à l'intérieur de cet effectif et un apport qui est intéressant pour le projet des Pistons. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé du côté de Beasley, c'est qu'il répond à la prérogative de spacing nécessaire à l'épanouissement de Cade et à l'épanouissement des autres joueurs des Pistons. Et du coup, son impact, je le trouve vachement intéressant, vachement plus intéressant que ce que j'ai derrière lui. Très bien, l'argumentaire est posé du côté de Greg. Je continue dans le même ordre, ça m'aide visuellement. Constant, est-ce que tu as les mêmes noms ? Est-ce que tu as d'autres noms à glisser ? Et vers qui tu as tranché au final ? Ouais, bah, les noms à glisser, Greg l'a fait avec DeAndre Hunter. Je rajouterai Nasrid qui était lauréat l'an dernier, qui a pas fait une saison du niveau puisque de ce qu'il avait pu faire l'an dernier, mais qui a quand même resté bien productif. Moi, j'ai les trois. Non, j'ai pas les trois noms d'ailleurs. Si. Moi, je sais plus. J'ai oublié. Déjà, j'ai oublié le top 3 de Greg, mais en tout cas, j'ai pas le même ordre. J'ai pas le même lauréat, puisque en troisième, j'ai Malik Beasley. En deuxième, j'ai Ty Jerome. Et en premier, j'ai Peyton Pritchard. Pour moi, c'est une course à deux entre Peyton Pritchard et Ty Jerome. J'avoue que Malik Beasley, je l'ai mis un peu plus de côté, un peu moins d'efficacité. Je le trouve un peu plus unidimensionnel par rapport à ce que peuvent faire les deux autres. Pourquoi j'ai Peyton Pritchard au-dessus de Ty Jerome alors que les deux sont à des niveaux d'efficacité pour le coup qui sont complètement indécents? Parce que je trouve que dans mon esprit, Peyton Pritchard représente un peu plus la théorie ou la définition d'un sixième homme que ce qu'était Ty Jerome. C'est-à-dire que Ty Jerome est quasi plus proche d'un impact player que d'un sixième homme, surtout depuis l'arrivée de DeAndre Hunter, qui est le sixième homme attitré des Cavs sur les rares matchs où il starte pas. Donc ça me posait problème de nommer Ty Jerome meilleur sixième homme quand il est le septième homme de son équipe. C'est la théorie Montrezarel en 2020 qui fait qu'il a volé le trophée à Dennis Schroeder. Ça, c'est un autre débat, je m'en remettrai jamais. Mais voilà, pourquoi je récompense Peyton Pritchard? Parce que minutage plus élevé, il y a quasi 10 minutes de plus par match entre Peyton Pritchard et Ty Jerome. Donc pour moi, Pritchard colle plus avec ma définition. Malik Beasley rentrait dans cette définition aussi, mais l'efficacité est un peu moindre. Et encore une fois, je trouve plus unidimensionnel dans ce qu'il est capable d'apporter en attaque. Mais tout en ne sous-estimant pas son côté extrêmement valuable et le fait que sans lui, les Pistons ne seraient pas du tout là où ils ont terminé la saison régulière. Mais voilà, je prends Pritchard parce que minutage plus élevé et finalement, l'efficacité est pareil, le nombre de playmaking, enfin la production statistique, l'impact en termes de volume est la même. Si vous regardez les ratings, bah, les deux de toute façon ils jouent dans des monstres de guerre, donc les ratings avec les titulaires sont toujours très bons. Donc vraiment ma différence se fait que sur le fait que tu as dit André Hunter du côté des Cavs et que Pritchard a un minutage beaucoup plus élevé, ce qui colle de facto plus avec ma définition du sixième. Ah,
C'est moi cette fois-ci qui avait mon micro mute, comme quoi, hein, ça arrive, c'est les vieux, hein, qu'est-ce que tu veux Greg, c'est l'âge. On peut plus, bah du coup, Tom, je te passe la parole, comme ça m'évitera d'avoir des soucis de micro sur cette course au 6e homme. Est-ce que toi tu as un autre nom qui s'est glissé dans un premier temps dans la course? J'imagine que du côté du podium, en tout cas des 2 premières marches, on va retrouver quand même les 2 ou 3 premières marches les mêmes noms. Mm. Oui, à peu près les mêmes noms, hein. Enfin, moi j'ai privilégié plutôt Malik Bisley par rapport à la notion de sixième homme, ou du moins le cinquième homme le cinquième titulaire qui ne starte pas, hein, puisque au final c'est quelqu'un qui a quand même joué c'est lui qui a le troisième total de minutes au niveau des Pistons. Enfin, c'est lui qui a joué le plus derrière Cade et Tobias Harris. Il fait une saison exceptionnelle à 3 points dans une équipe où il y a un clair manque de spacing, et c'est surtout les types de 3 points qu'il a pris. C'est vraiment t'as besoin t'as besoin de scoring. C'est pas le shooter de corner, ou voilà. C'est quelqu'un qui a pu générer du mouvement, qui a pu générer de la gravité, qui permettait aussi justement à Kate Cunningham d'avoir pas mal d'espace, et qui a aussi permis à des line-up plutôt défensifs avec des athlètes, notamment avec des Ron Holland, des Thompson, Ozar Thompson, voilà, d'exister aussi, parce que lui a ce côté explosion. En deuxième, j'avais justement Peyton Pritchard, pour toutes les raisons que tu as décrites. Je trouve que, en fait, même si je pense qu'il fait quand même une meilleure saison au globalement que Malik Beasley, je trouve que dans le rôle qu'il a, il est peut-être moins important pour les Celtics que l'a été Malik Beasley pour les Pistons. Même si voilà, ça se joue à pas grand chose, hein. Mais je trouve qu'il est un peu, enfin, les Celtics ont moins besoin que lui ait ce niveau-là pour qu'ils aient un tel niveau, plutôt que Malik Beasley qui apporte pour moi, hein, quelque chose, vraiment une réelle plus-value à cette équipe des Pistons. Et le dernier, j'avais Nasrid, contrairement à l'an dernier, ne peut pas profiter du temps de jeu où il a joué titulaire en fin de saison pour gonfler ses stats pour le sixième homme. Juste Vas-y, Constant, un tout petit truc sur le fait que Pritchard était potentiellement moins valuable que ce peut l'être Malik Beasley, ce avec quoi je suis complètement d'accord. Mais je mettrais quand même un tout petit astérix en disant que les Celtics ont fait pendant la grande majeure partie de la saison des espèces de roulements au niveau de leur line-up, au niveau de la disponibilité de leurs titulaires. Oui. Peyton Pritchard, ils jouent 80 matchs. Pourquoi tu peux faire autant de roulements avec tes titulaires? C'est que tu sais que tu as un joueur que tu vas donner 30 minutes en sortie de banc et qui va t'apporter du spacing, de la capacité de sanctionner sur du catch and shoot, un petit peu de playmaking. C'est, pour moi, tu vois, il n'est pas aussi valuable que Malik Beasley parce que c'était littéralement le spacing quasiment à lui tout seul des Pistons, mais je trouve il joue 82 matchs aussi. Il joue 82 matchs, mais tu vois, Pritchard en joue 80 à 29 minutes de moyenne, alors que les Celtics, pour le coup, ont beaucoup fait tourner leurs titulaires. Bah, lui, pour le coup, était présent tous les soirs, et ça a permis justement, alors pas que lui, hein, aussi parce qu'ils ont un effectif qui est excellent, mais sa présence a fait que potentiellement, tu n'avais pas de crainte d'avoir une perte offensive sur les soirs où tu avais soit Jalen Brown absent, soit Kristaps Porzingis absent. Je vais rebondir là-dessus sans de toute façon vous paraphraser. J'ai à peu près les mêmes noms. J'ai fini par trancher pour Pritchard, un peu pour les mêmes raisons que Constant, même si j'ai Beasley en 2 et j'ai Ty Jerome qui a un trophée supplémentaire. Je sais pas si on pourrait en faire un trophée à Dunk Hebdo, mais j'ai beaucoup aimé sa phrase de trash talk à Paolo Banchero en disant qu'il pourrait être titulaire chez eux, mais ce qui prouve sa valeur en tant que sixième homme. Il pourrait être starter peut-être, et c'est la preuve de sa renaissance, comme tu disais, Constant aussi, ce qui est quand même quelque chose qui fait plaisir à voir pour lui. Et juste pour citer un autre nom, parce que je pense qu'il le mérite sur cette saison, dans cette notion de cinquième titulaire qui ne starte pas, comme tu disais Tom, je pense que Russell Westbrook, malgré les critiques là sur les derniers matchs qu'il y a eu, je pense que Russell Westbrook mérite une mention. Alors il est pas dans la course, hein, il n'aura pas le trophée, mais je pense qu'il mérite une mention parmi les joueurs de sortie de banc avec un vrai impact, un Russell Westbrook qui s'est aussi un petit peu retrouvé. On en a parlé un peu tout du long de la saison aux côtés de Nikola Jokic. Donc voilà, je voulais glisser son petit nom ici. Je ne sais pas si vous avez d'autres sixième hommes que vous voulez mettre. Oui, Tom, je te vois lever la main très scolairement. Je t'en prie. Oui, pour Westbrook, je dirais même que c'est plus le côté le côté titulaire. C'est plutôt le côté justement le fait qu'il ait joué titulaire ou qui a à la Nasrid. Qui donne un peu plus de crédit justement à sa candidature. Moi, je rajouterais Aaron Wiggins où il y a eu des moments. Enfin, je le cite. Alors, il va peut-être pas gagner puisqu'on sait que voilà le banc d'OKC c'est plutôt un conglomérat de pas mal de joueurs.
Mais lui, par exemple, on a eu des flashs de Primary Ball Handler à certains moments, avec du oui. pull-up, de la création, des choses comme ça, avec un niveau défensif toujours intéressant, et puis du drive, du shoot, de la création individuelle, du pull-up, enfin vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Greg, Constant, est-ce que vous avez un autre nom que vous avez envie de glisser ou on se tourne du côté du banc? On va se tourner du côté du banc puisque le prochain trophée, celui-là aussi, il y a finalement, alors il y a peut-être des clairs favoris qui se dégagent si on suit les narratifs habituels de la NBA, mais il y a quand même quelques noms qui peuvent se glisser ici ou là. On va parler donc des coachs, du coach de l'année. Et je continue dans l'ordre, donc je me tourne vers toi, Constant. Des équipes qu'on a citées, des équipes souvent qui excèdent les victoires qu'on attendait en début de saison, et ça sourit au coach. Donc évidemment, on pense aux Cavs, on pense aux Pistons, on pense peut-être à d'autres noms. Donc est-ce que tu as ces noms-là, Constant, les Atkinson, les Bickerstaff, ou d'autres, qui sait? Moi, alors déjà, je tiens à dire, on parle souvent des critères en disant qu'il n'y a pas de critères pour les trophées collectifs, enfin pour les trophées individuels plutôt de fin de saison. Il y en a un. Un coach ne peut pas remporter 2 années de suite Coach of the Year. Je suis désolé, Mark Daigneault est le coach de l'année. Je suis désolé, hein, vous pouvez formuler ça. Allez, il se débat avec mon numéro 1, mais clairement, il est dans le top 2. Je veux rien savoir. Il est dans le top 2 parce que la saison que fait Mark Daigneault, alors que Chet est pas là pendant 2 mois et demi, alors que Caruso est pas là, il te fait. Alors oui, on en parlera d'OKC à un autre moment. Je dis pas à quelle catégorie, il y a plusieurs catégories où on parlera d'OKC, mais vraiment ce qu'a été capable de faire Mark Daigneault, la confiance qu'il a su accorder, parce que Aaron Wiggins, il y a un moment au mois de décembre où il joue quasiment plus, hein. Et il revient au mois de janvier, il monte des flashs de primary ball handler. Donc, ouais, pour moi, Mark Daigneault, il est pas, même pas dans le top 3 parce qu'il y a cette règle stupide qui dit que tu peux pas la gagner 2 années de suite. Mais voilà, si je fais mon top 3, je l'inclus deuxième, du coup. Troisième, je mets JB Bickerstaff du côté des Pistons. Et premier, je mets Kenny Atkinson du côté des Cavs parce que les Cavs, quand on avait parlé, quand on avait fait la fenêtre de titre et quand on avait fait sur la free agency, me semble, on avait dit les Cavs, ou même quand vous aviez fait votre épisode durant l'été sur les Cavs, qui était un petit peu l'espèce d'équipe ventre mou, entre guillemets, plus de la conférence Est, on avait assez peu d'espoir. Il t'a fait, Kenny Atkinson a fait passer cette équipe un peu moribond dans l'attaque, un système offensif absolument phénoménal, et une équipe qui termine première de sa conférence, pas très loin finalement des records qui ont pu être établis par LeBron James, des records de franchise. Donc oui, effectivement, on va dire que le coach de l'année est souvent donné aux coachs qui excèdent les attentes que tu peux avoir en termes de bilan victoire-défaite, mais il y a aussi la production que tu as sur le jeu pour donner le coach de l'année. C'est pas juste le ratio victoire-défaite qui compte pour moi, c'est aussi ce que tu es capable de montrer sur parquet. Et je trouve que dans ce domaine-là, peut-être même que Kenny Atkinson, dans ses schémas offensifs et dans sa créativité, a peut-être été même encore plus le coach de l'année que Mark Daigneault. Eh bien écoute Tom, c'est à toi, je ne vais pas faire plus long comme transition. Est-ce que tu as les mêmes noms? Est-ce que tu veux citer d'autres noms également? Moi, j'ai à peu près les mêmes noms, hein. J'ai Kenny Atkinson en numéro 1. Je vais avoir Tyronn Lue, pardon, pas Tyronn Roux, hein. Tyronn Lue Tyrone Wallace. voilà. Tyronn Lue en numéro 2. Et mine de rien, en numéro 3, je vais quand même avoir Joe Mazzulla. Parce qu'en fait, la fin de saison des Celtics est assez... Enfin, on n'en parle pas, c'est un peu en silence. Mais la fin de saison des Celtics est assez exceptionnelle. C'est une équipe voilà, qui s'est bien rodée pour les playoffs. Il a dû faire aussi avec justement pas mal de turnover dans la rotation. Et comme tu as dit, Constant, il y avait pas mal il y avait des soirs des titulaires qui étaient pas là, absence de Porzingis, absence de Jaylen Brown, des fois Jrue Holiday qui est mis sur le côté. Et en fait, c'est une équipe qui a toujours continué à rouler et qui était toujours ancrée dans ses fondamentaux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, on va dire que qui à qui du moins on le détache du succès de cette équipe, alors que je trouve que c'est vraiment un personnage important dans la confection. Il n'y a pas que l'effectif, il y a aussi ce qu'on arrive à faire avec, et je trouve que Mazzulla a tiré vraiment la pleine mesure de son effectif malgré tout ce qui s'est passé dans cette saison des Celtics. Et puis on parle beaucoup de style, hein, du style des Celtics qui fait beaucoup parler justement, et l'architecte de tout ça, ça reste Mazzulla avant tout. Greg, toi aussi, même ordre, est-ce que c'est Atkinson qui l'emporte au final? Alors, moi, je pourrais vous parler d'Atkinson et Bickerstaff. J'aime beaucoup leur saison. Vous savez que j'adore les Cavs, j'en ai parlé en long et en large, je ne vais pas revenir dessus. Atkinson, saison formidable. Je crois que c'est toi, Constant, qui dit qu'effectivement, il a un peu ressuscité cette attaque
des Cavaliers. Je suis d'accord, mais il n'est pas sur mon podium. Bickerstaff, non, je suis désolé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, Bickerstaff, de maths. non, mais là, si on m'avait dit que Greg n'allait pas donner un trophée à un joueur ou à un coach des Cavs, j'y aurais pas cru. T'inquiète. Darius Garland, first NBA. Attends, spoil pas. Chaque chose en son temps, Greg. Non, alors pourquoi j'ai pas Atkinson avant de parler de Bickerstaff? Simplement parce que la saison dernière, aux Cavs, il n'y a pas Garland en réalité. Il y a une sacrée blessure de Garland qui les handicape beaucoup. Et je pense qu'une partie du succès des Cavs cette année, et une partie notamment de combien cette attaque est merveilleuse, je pense que c'est entre autres le fait que Darius Garland soit de retour en pleine forme, sans aucune gêne physique et totalement libéré de toute crainte. Et ce qui n'était pas le cas l'an dernier en play-off et ce qui n'était pas le cas l'an dernier, évidemment, quand il était blessé. Donc je pense qu'il y a une influence organique, puisque c'est un adjectif qu'on a utilisé avec Tom quand on en parlait un petit peu en off lors de notre précédent enregistrement ensemble, Tom. Mais je pense qu'il y a un effet organique que Atkinson a cultivé, bravo à lui, mais j'aurais du mal à lui donner 100% de la responsabilité de ce que les Cavs proposent cette saison. Et je pense que les joueurs, dans la maturité qu'ils ont dans le projet ensemble, etc., ils sont quand même davantage que sur d'autres équipes. J'ai pas non plus Bickerstaff dans mon top 3, parce que je pense que les principales personnes qui ne sont pas sur le terrain et qui sont à saluer du côté des Pistons, c'est le front office. Je pense que le boulot qui a été effectué par le front office l'été dernier a permis à Bickerstaff d'avoir un effectif fonctionnel et qu'avec le talent qu'il y a dans cet effectif, des talents divers et variés, de Isaiah Stewart jusqu'à Cade Cunningham, je trouve que Bickerstaff a fait une saison extraordinaire, mais j'ai 3 mecs au-dessus de lui. On y arrive. Ouais, on y arrive. Mais il faut quand même que j'explique. Fernandez, Willardy. Jordi, si tu me regardes. Et Chauncey Billups. Gros, exactement, Billups. Alors, Billups, je l'aurais, je pense, dans mon top 10 quand même. Mais c'est un autre sujet. Non, j'ai en 3 Mark Daigneault. Parce que à un moment donné, faut quand même pas déconner. Tu as de la continuité du côté de Oklahoma City. Donc, tu peux te dire que c'est la continuité qui fait que, mais en réalité, non. Parce que c'est quand même le même coach. Et tu fais juste une saison absolument historique en défense, alors que le profil défensif le plus important de ton équipe est absent pendant quasiment 50 matchs. Et moi, je suis désolé, mais quand tu réalises ça, quand tu lances des line-up avec Jalen Williams pivot et que ça marche, je suis désolé, mais tu dois être podium. Tu dois être au minimum, podium du coach of the year. Ensuite, j'ai Ime Udoka. Je pense qu'il y a un gros biais là-dessus et je le dis. Pourquoi il y a Ime Udoka? Tout simplement parce qu'au début de la saison, on fait la preview et Constant il rigole. C'est Udoku qui va faire rire. Oui, évidemment. On fait la preview sur Houston et on dit qu'il y a une grosse problématique dans cette équipe, c'est l'efficacité, et on se pose la question suivante: à quel point Ime Udoka et son équipe vont réussir, grâce au rebond offensif et à la défense, à supplanter cet énorme problème d'efficacité. Et je trouve que dans une NBA et dans le milieu des analystes où on valorise beaucoup la notion d'efficacité, je trouve que Udoka, en réalité, il nous a prouvé qu'il y avait des solutions à l'absence d'efficacité, ou en tout cas au problème d'efficacité. Et moi, franchement, voir cette équipe de Houston être aussi haut à l'ouest en fin de saison, mais je suis obligé de saluer en fait le travail d'Ime Udoka, qui n'est pas un coach en plus dont je raffole spécifiquement. C'est pas un profil que j'apprécie, mais je suis obligé de mettre ce type second. Et puis enfin, en premier, et là je pense que ça peut faire rire Constant, et j'attends les sourcils levés, j'ai JJ Redick du côté des Lakers. J'ai JJ Redick pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai trouvé qu'il était arrivé sur le banc avec des idées en forme de buvard, c'est-à-dire que clairement, le temps qu'il a passé à regarder les matchs, ça lui a permis de créer un calepin de tous les meilleurs systèmes joués par Denver, joués par les Kings de la belle saison, joués par même Duke, par université par laquelle il est passé, etc., etc. Et ces systèmes, on l'a vu les implémenter, mais je trouve qu'il les a toujours implémentés avec beaucoup de pertinence, c'est-à-dire savoir quand les jouer et avec quel line-up les jouer, qu'il n'a pas toujours eu, pour le coup, un roster et un matos à disposition
à la hauteur de la saison des Lakers dans le résultat final et qu'il a quand même vécu 3 changements majeur dans le playmaking principal de son équipe avec le départ de D'Angelo Russell et l'upgrade avec l'upgrade du statut d'Austin Reeves, puis l'arrivée de Luka Doncic. Alors certes, tu te dis quand Luka Doncic est dans ton équipe, c'est plus facile de créer du jeu, etc., etc. Ok, très bien, mais la défense, le travail autour de la défense des Lakers que JJ Redick a fait après l'arrivée de Luka Doncic, moi j'ai trouvé ça très cool. Et pour le coup, moi la saison de JJ Redick est la saison qui me convainc le plus pour le trophée de Coach of the Year. Mais j'avoue que, franchement, de la place 1 à la place 5 de mon classement, c'est serré. Un vrai développement. On est dans les top tunnels de Dunk Hebdo, mais pour arriver justement à quelque chose qui va faire parler. Non, mais Tom et Constant, je pense que vous voudrez rebondir après, je vous laisser la parole bien sûr. Moi aussi, je vais juste me glisser rapidement. C'est vrai que j'avais mis Udoka sur mon podium du côté des Rockets. Pareil, stylistiquement, on peut lui reprocher des choses, mais il a mis en place donc cette équipe des Rockets auquel on n'a pas cru tout au long de l'année. On s'est dit ça va finir par craquer. Ça n'a pas craqué. Donc sur la saison régulière, les Rockets sont une des meilleures équipes de la ligue à la surprise générale. Donc je reviens avec cette histoire du coach de l'année qui est souvent quand on excède les attentes, comme tu disais, Constant. Donc c'est le cas. Et puis il a essayé des choses. Alors avec le personnel, mais c'est toujours un petit peu le cas où est-ce qu'on met le curseur du talent du coach et du front office, comme tu disais, Greg, qui met à disposition un personnel, mais les line-up double big, l'association Thompson-Eason qui a créé une dynamique de la défense des Rockets. Je pense que ça met au crédit du Doka. Donc c'est lui que j'avais moi au pied du podium. Et derrière, j'avais mis les classiques, sans prendre de risques, les Bickerstaff et Atkinson, avec évidemment Atkinson qui représente voilà, la grande surprise des Cavs. Donc je ne vais pas m'étaler beaucoup plus longtemps. Mais j'ai vu beaucoup de visages, beaucoup de mous pendant le développement de Greg. Donc Constant ou Tom, je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur JJ Redick, qui c'est vrai, j'y avais pas tant pensé, mais m'a presque convaincu. Greg, en tout cas, il mérite sa mention. Ça me choque pas tant que ça au final. J'ai envie de dire que JJ Redick, c'est un grand DJ. C'est-à-dire qu'il va savoir te prendre les platines, il va savoir te les mixer entre eux. Est-ce que ça en fait le meilleur musicien de tous les temps? Je suis pas sûr. C'est vraiment le truc. Et aussi à quel point l'armée d'assistants que tu as mis autour de JJ Redick est accréditée aussi. Ça, j'avoue que chez les coachs rookies, alors c'est peut-être un biais que je vais avoir, mais chez les coachs rookies qui arrivent et qui sont super créatifs, alors qu'ils sont blindés d'assistants coachs, j'avoue que j'ai du mal à vraiment leur donner du crédit. Et je trouve, Greg, que tu as quand même été pour une fois, tu as été très généreux avec les Lakers et très généreux avec JJ Redick parce qu'il débute quand même la saison avec LeBron James, avec Anthony Davis. Ok, il y a des absences, mais après, il se retrouve avec LeBron James et Luka Doncic. Donc, sur les schémas défensifs, il a pillé ceux de Jason Kidd de l'an dernier avec Dallas. Ça, pour le coup, bon, faut savoir les piller, hein, mais il les pille quand même, je suis désolé. Et puis, bon, en attaque, on va dire que quand t'as LeBron James et t'as Luka Doncic, ou même quand t'avais LeBron James et Anthony Davis, bon, ça va, tu peux quand même te mettre un peu les mains dans les poches et faire bon les gars vas-y là je l'annonce pas le clé, là vous faites ce que vous voulez et que ça se passe plutôt bien sans remettre du tout en question ce qu'est capable de faire Jean-Jacques hein. Même je sais plus dans quel épisode on en avait parlé où j'avais dit que on était sévère, enfin je crois que c'est Ben où j'avais dit qu'il était sévère quand il non c'était chez Weir Thunder excusez-moi où on l'avait appelé le podcasteur, j'avais dit que c'était sévère, c'est un bon coach mais j'avoue que pour moi les trois du dessus sont indétrônables par rapport à ce qu'est capable de faire Redick. Et juste sur Udoka pour moi il souffre du même cas que Jamal Mosley l'an dernier avec Orlando. C'est trop horrible offensivement pour que je sois coach pour qu'il soit coach de l'année, c'est-à-dire que faut que ce soit beau des deux côtés. Et honnêtement, il est pas aidé par l'effectif ou en attaque. Il n'y a pas les meilleurs joueurs, mais je suis désolé, il y a des trucs en attaque du côté de Houston qui sont immondes. Le fait qu'il a fallu 4 mois pour qu'il comprenne le rôle d'Alperen Şengün en attaque, pour moi, c'est limite disqualifié pour être dans le top 3. Donc, défensivement, il a fait des trucs très bien. Il est dans la continuité de la saison de l'an dernier, parce que le jeu de possession était déjà un truc que Houston jouait l'an dernier. En attaque, je trouve ça trop moche pour être au-dessus des gens que j'ai cités qui sont capables de bâtir une très bonne défense, mais en plus d'être plus créatif et plus beau en attaque. Pour entendre ta réaction, Tom, je vais te poser la question qui est un peu amenée par ce que vient de dire Constant. Est-ce que le bon coach, le coach de l'année, c'est une notion de créativité ou c'est aussi un petit peu savoir, alors piller, pour reprendre les termes de Constant, mais en tout cas utiliser le bon playbook, en tout cas les systèmes qui vont aussi avec ton effectif? C'est pas un équilibre des deux. Je pense que le coach de l'année, enfin, globalement, la façon dont ce trophée est voté, c'est celui qui surperforme le plus les attentes qu'on avait placées en son équipe. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est le Udoka il rentre bien exactement comme tu l'as dit Constant. Jamal Mosley de l'an dernier,
où voilà, c'est une équipe que tu n'attends pas et qui finalement arrive au cinquième. Ils font cinquième l'an dernier. Ils font cinquième l'an Ouais, dernier cinquième, Orlando. ouais. Ouais, ils font 4-5, cinquième ouais. Orlando l'an dernier. Et là, Udoka, on a une équipe qui finit l'an dernier à 41-41 et qui gagne la Southwest et qui finit à plus de 50 victoires, quoi. Donc, qui saute entre guillemets le milieu avec un jeu très atypique. Mais encore une fois, tu vois, par exemple, je trouve qu'il y a aussi on peut lui donner beaucoup de crédit à Udoka par rapport à ça, mais je pense que le côté organique, comme tu l'as mentionné, Greg, est important. Parce que Amen Thompson, il est passé de joueur de banc à titulaire qui joue plus de 30 minutes. Ben oui, On en reparle après. ben oui. Voilà, il y a eu, Oh oui. la qualité de la rotation s'est globalement améliorée aussi au niveau de ces Rockets. Donc je trouve que voilà, tout ça, ça joue. L'effectif était meilleur et encore une fois, comme pour pas trop paraphraser ce qu'a dit Constant, hein, s'il y avait eu de meilleures choses en attaque, là, je pense qu'il aurait pu être considéré. En fait, t'as l'impression que il a fait exactement la même chose, c'est juste que le matos qu'il avait était meilleur. Très bien, voilà qui conclut un long segment Coach of the Year. Je pensais pas qu'il prendrait autant de temps, même si voilà, il y avait des noms à citer, mais du coup voilà, on était assez complet, tant mieux. Mais il nous en reste quelques-uns des trophées justement. Ah Constant, bon? on y arrive. On va parler. Voilà, on met de côté un petit peu la création offensive. On va parler du Defensive Player of the Year, donc le meilleur défenseur de l'année. Alors, évidemment, c'est un trophée qu'on aurait aimé décerner à Victor Wembanyama, mais on Non. retourne. Non, pas forcément. À Chet Holmgren. Ou à Chet Holmgren, c'est vrai. Deux joueurs qu'il faudrait fusionner pour pouvoir avoir nos 65 matchs. Ce n'est pas le cas. Donc ni l'un ni l'autre ne seront défenseurs de l'année. Un trophée qui fait aussi beaucoup parler dernièrement, puisqu'il y en a un qui fait une campagne médiatique assez forte pour le récupérer du côté de Golden State. Mais il y a d'autres noms qu'on a cités dans ce podcast. Je les cite en vrac et puis vous allez trancher un à un. C'est à Tom que je vais donner la parole maintenant. Il y a du Evan Mobley, il y a du Jaren Jackson Jr., il y a du Zubac, il y a du Amen Thompson. Il y en a sûrement d'autres, Dyson Daniels, qu'on a cité aussi cette année. Peut-être d'autres encore. Dans quel ordre? Qui l'emportera, un intérieur, un extérieur? Tom, ça fait beaucoup de sujets autour du Defensive Player de l'année. Lequel est-ce pour toi? Pour moi, c'est Evan Mobley, tout simplement parce que je trouve que sur l'ensemble de la saison, je répète, sur l'ensemble de la saison, ça a été l'un des plus réguliers, l'un des plus polyvalents. Alors c'est, encore une fois, si on prend l'analogie de Jason Tatum quand on parle du DH20, alors ça va pas être le meilleur à la protection de cercle, ça va pas être le meilleur sur les switches, ça va pas être le meilleur pour faire du edge, mais par contre il va être très très bon il va être très bien placé pour gérer un petit peu tout ça. Et c'est quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment saluer sa polyvalence, toute la polyvalence. Il est capable de défendre les extérieurs, il est capable aussi de défendre les ailiers, de naviguer à travers les écrans, tout en gardant ce côté défendre les intérieurs et aussi défendre très bien le cercle. Donc pour moi, c'est le joueur qui euh, a eu en tout cas sur l'ensemble de la saison en dehors de Victor Wembanyama et de Chet Holmgren puisqu'il n'est pas éligible au nombre de matchs, le plus d'impact ou du moins qui a été sur l'ensemble à la valeur cumulée le meilleur défenseur de l'année. Pour moi, ce serait lui mon top. Un vote Mobley pour Tom. Greg, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un vote différent? Absolument, j'ai un vote différent. J'ai un vote différent parce que je me suis posé beaucoup de questions. Je vais essayer de ne pas refaire un tunnel. Promis, je vais essayer, promis. Je me suis posé beaucoup de questions sur la défense parce que moi, la défense, c'est ma première passion dans le basket. Vraiment, c'est ce que je préfère regarder. Et en étant fan des Suns. Absolument. C'est terrible. Mais du coup, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que c'était la défense en 2025 en NBA. Et j'ai l'impression quand même qu'on a changé de compétences par rapport à une NBA peut-être un petit peu plus ancienne. Et on est moins dépendant d'un profil d'intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir aborder la question du Defensive Player of the Year avec davantage d'ailiers, voire même de guards, sans se poser vraiment la question de ça doit absolument devenir un intérieur parce que c'est les intérieurs qui sont dépositaires de la défense. En tout cas, c'est ma vision de la modernité de la NBA aujourd'hui. Et du coup, j'ai un panachage des positions 1 à 5 sur mon podium élargi qui, effectivement, est rempli de forward et de guards. Et donc, en première position, j'ai Amen Thompson, simplement parce que je pense que la couverture du terrain
la capacité à être à la fois un bon défenseur en navigation d'écran, un bon défenseur sur l'homme, off-ball, de savoir encaisser les drivers, de savoir encaisser le challenge physique, de pouvoir faire des styles, faire des blocs, etc., etc. Pour moi, c'est le profil qui répond le plus à ces prédispositions-là et qui les a les plus produites en termes statistiques. Derrière, j'ai Evan Mobley et ça se joue à rien. La preuve, j'ai changé mon classement ce matin en arrivant au boulot. J'avais hier Evan Mobley en numéro 1 et on en discutait d'ailleurs avec Constant il y a 48 heures à peu près. J'avais Evan Mobley en numéro 1 et Amen Thompson en numéro 2. Et en numéro 3, j'ai Lou Dort. Et les deux pivots, Ivica Zubac et Draymond Green, viennent ensuite. Enfin, les deux intérieurs, Ivica Zubac et Draymond Green, viennent ensuite. Très bien, il y a eu une argumentation pour les extérieurs. Constant, je me tourne vers toi. Il y a toujours cette question, évidemment, de l'impact de l'intérieur par la protection de cercle et par le fait qu'il impacte du coup nécessairement plus de possession dans un match. On a tendance à se tourner vers lui pour ce trophée-là. Est-ce que c'est le cas pour toi une nouvelle fois cette année? Est-ce qu'il y a la polyvalence aussi des profils? C'est un peu un sujet qui a été abordé par Tom et Greg. Qui Oui, joue pour toi? Oui, il y a la polyvalence des profils. Ouais, on le fera pas parce que le chrono tourne, mais comme ça, je peux vous le dire. Le lobbying de Draymond Green ne lui permet même pas d'être dans ma All Defensive First. Il est dans ma All Defensive Seconds avec Zubac, Kayson Wallace, Toumani Camara qu'on n'a pas cité et Dyson Daniels. Pourquoi Dyson Daniels n'est pas dans la First? Parce que j'ai beaucoup de mal, j'avoue, à mettre dans une All Defensive First Team un joueur qui est dans la 18e ou 19e meilleure défense. C'est très personnel, mais j'avoue que pour que tu sois dans la All Defensive First, il y a suffisamment de profils qui sont extrêmement forts pour pouvoir caser des gars dans des top 10 défenses uniquement. Ce qui m'amène du coup à ma All Defensive First. Mon cinquième, c'est Lou Dort. Mon quatrième, c'est Jaren Jackson Jr. Mon troisième, c'est Jalen Williams. Mon deuxième, c'est Amen Thompson. Et mon premier, c'est Evan Mobley. J'ai beaucoup hésité entre Evan Mobley et Amen Thompson. Au début, je m'étais dit qu'Amen Thompson avait ni le minutage, ni la match-up difficulty pour pouvoir prétendre à la première place. Finalement, après avoir checké un peu, que ce soit sur Basketball Référence ou que ce soit sur Basketball Index, il remplit ces deux critères-là. Pourquoi je prends Evan Mobley et pas Amen Thompson? Parce que plus de polyvalence. C'est vraiment, je trouve que Evan Mobley, failli faire un lapsus révélateur, je trouve qu'Evan Mobley est plus complet dans sa capacité à défendre, que ce soit les profils, que ce soit protection cercle, que ce soit capacité à défendre sur de l'isolation, que ce soit associé avec Jarrett Allen, que ce soit associé en tant que pur 5. Je trouve que voilà, moi je continue de valoriser beaucoup la protection de cercle. Il y a ça. Et c'est pas comme si on était sur un Rudy Gobert avec un joueur qui au large était perdu ou en grande difficulté. Je trouve qu'Evan Mobley rentre pas dans ce type de profil-là. Je trouve qu'il s'en sort très bien sur l'isolation. Et finalement, si vous regardez le nombre de possessions défendues sur la saison, Evan Mobley a plus défendu d'isolation qu'Amen Thompson. Pour vous donner un exemple, en points par possession, Evan Mobley encaisse même moins de points par possession que Amen Thompson. Donc pour moi, c'est vraiment la polyvalence d'Evan Mobley qui est bien plus qu'un simple protecteur de cercle qui lui fait prendre l'avantage sur Amen Thompson. Et voilà, honnêtement, c'est un trophée qui aurait dû aller soit à Wemby, soit à Chet. Enfin, c'est un trophée, moi, qui m'attire pas spécialement, mais si j'ai beaucoup réfléchi. Hartenstein, hein, qui a joué un gros rôle cette saison, qui aurait pu être pas mis mentionné défenseur de l'année. Pas défenseur de l'année, mais tu vois, j'ai gros, déjà le duo, Chet Hartenstein pour la défense du Thunder, il a fait un bon boulot, quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai déjà 3 joueurs d'OKC et juste très rapidement sur mon troisième qui est Jalen Williams. Pourquoi il est devant Lou Dort? Je trouve que il permet de faire tellement de trucs. Et là aussi, la polyvalence, c'est que si vous regardez la répartition des postes qu'il a défendu, Jalen Williams, alors il y a des match-up difficulty qui sont moins difficiles que celles de Lou Dort. Par contre, il défend 40% et défense des guards. 40% il défend des forwards, 20% du temps il défend des ailiers. On l'a vu défendre sur Darius Garland, on l'a vu défendre sur Caroto Hitter, sur Victor Wembanyama, sur Nasrid. Polyvalence des profils défendus absolument folle. Quand il était au poste 5, c'était un des joueurs de sa taille, donc il fait moins de 2 mètres. Hein. Il est à 51% de réussite. Enfin, les équipes qui tentent des tirs au cercle sur lui ne marquent leur tir qu'à 51%. Il est même en dessous de certains joueurs type Zubac, type Jaren Jackson Jr., type Evan Mobley. Donc voilà, je le mets troisième parce que la polyvalence défensive est complètement folle. Je vais développer sur quelques noms qui ont été cités, mais quand même déjà sur Draymond Green, qui, bon, certes, il y a son lobbyisme médiatique, mais au-delà de ça, je pense que ce qui joue contre lui en 2025, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est dans l'impact physique, Draymond Green n'est plus le joueur qu'il était. Ça reste, je pense, dans tous ceux qu'on cite, peut-être le plus intelligent dans sa défense collective, sa lecture des attaques adverses.
Mais voilà, dans cette ligue de polyvalence et cette ligue de plus en plus athlétique aussi, et on va y revenir avec tous les autres profils qu'on a cités, ça devient plus compliqué pour lui. Justement, son niveau de polyvalence a un peu baissé avec l'âge, même s'il n'y est pas pour grand-chose. Autre nom que j'aimais bien, que j'ai couché assez vite, celui de Dyson Daniels. Comme tu l'as dit, Constant, il souffre du contexte collectif, mais il est quand même assez fou sur toutes les stats. Comme toi, je suis allé voir sur Basketball Index, sur Basketball Référence, tout ça, c'est incroyable. C'est le numéro 2 en match-up difficulty. Il est 4e de la défense en ISO de la ligue. Au niveau juste des stats brutes, pour certains en termes de style cette année, il a 344. Le deuxième, c'est Shaq, qui a 131. On est quand même sur... c'est n'importe quoi. On prend les déflexions. Dans la ligue, il est à 433. Le deuxième, c'est Keyon Ellis, qui a 263. Donc pareil, il y a un vrai gros écart. Bref, c'est un joueur qui a un impact, qui a du playmaking défensif, voilà, qui sera probablement dans la course encore pendant quelques temps. Mais comme vous, j'avais quand même ce duel Mobley-Amen Thompson. Je pense que Mobley le mérite, comme vous l'avez dit, mais j'ai un biais, et je vais rejoindre un peu Greg sur Amen Thompson, qui moi me régale notamment par son explosivité verticale que je trouve totalement dingue. Sa capacité à recover. Les doubles sauts. Voilà, les doubles sauts et à remonter à une vitesse, alors que le gars est déjà en train de finir son tir, que lui est encore au sol et il arrive quand même au contre. Enfin, il y a quelque chose de visuellement très plaisant à regarder la défense d'Amen Thompson. Donc voilà, pour mon billet personnel, je voudrais lui décerner le trophée. Mais effectivement, tous ces noms-là, et notamment Evan Mobley, fait une saison incroyable. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu du côté des Cavs, là où l'année dernière, on se posait des questions quand on changeait de pivot du côté des Cavs. On ne voyait pas forcément la différence dans la défense collective. Là, cette année, c'est clair et net. Evan Mobley est un meilleur défenseur que Jarrett Allen, qui ne démérite pas pour autant globalement. Mais Evan Mobley a encore franchi un palier. Donc effectivement, c'est plutôt vers lui que j'irai. Est-ce que vous voulez citer d'autres noms? Parce qu'on a quand même fait beaucoup de monde. Il y a eu un Lou Dort en plus pour Greg. Non. OG Anunoby de mon côté, puisque voilà, c'est quelqu'un qui a joué énormément de minutes, qui a été là des deux côtés du terrain. On sait à quel point défensivement c'était un petit peu compliqué avec la paire 4 Brunson. D'ailleurs, Greg, tu as été surpris de voir que les Knicks étaient bons défensivement après te souvenir qu'effectivement Brunson n'était plus là. Donc voilà, en tout cas, lui, il a tenu son rang. Si on comparait par exemple un gars comme Michael Bridges, qui a peut-être été un peu décevant de ce côté du terrain, donc je trouve qu'il a tenu son rang cette saison. Rudy Gobert, encore une fois, bon, on n'en parle pas beaucoup puisque les Wolves sont moins dominants défensivement globalement cette saison, mais je trouve que voilà, c'est un joueur qui, encore une fois, hein, comme il a gagné beaucoup de fois, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Comme il a gagné beaucoup de fois, ben on prend ce qu'il apporte pour acquis. Et voilà, Rudy Gobert très très fort encore une fois cette saison. Andrew Nembhard, Pascal Siakam, des gars comme ça. Ouais. Voilà, je trouve que voilà, c'est des gars qui ont mérité en tout cas d'être cités cette saison sur les aspects défensifs. Je vais rajouter Ryan Dunn encore une fois parce qu'il faut que je le cite un maximum. Mais Ryan Dunn a vraiment été très très précieux dans l'absence de défense des Suns. Alors, en parlant de Dunn aussi, voilà, je vais citer Chris Dunn. Chris Dunn, absolument. Alors justement, le problème c'est qu'il n'a pas le minutage. Chris Dunn, il a 65 matchs, il est dans mon top 5. Hein. Oui, et surtout, il a les 65 matchs. Mais voilà, c'est qu'il rate, il a joué une blinde de matchs à 19 minutes et des brouettes. Il a 56 matchs à 20 minutes ou plus. Voilà. Je crois qu'il a un stretch de match à 19 minutes et 30 secondes. C'est terrible pour lui. Le traitement à Liberton inversé par rapport à l'année dernière. Il peut aller se plaindre au Grievance Committee. Voilà. Et il peut plaider son cas au tribunal. Voilà. Il a le droit de garder le silence et il ne gagnera pas 2000 € en passant par la case départ. On a fait le tour des expressions autour de ça. Et on va terminer évidemment. Alors, tu l'as dit, Constant, le chrono tourne. Je pense qu'on peut faire un peu d'une pierre deux coups, puisque évidemment, le dernier trophée qui manque, vous le savez tous, c'est le grand débat chez Jokic pour le MVP. Je pense qu'on peut aussi glisser les All-NBA Team si on cite d'autres joueurs au passage. Donc, en tout cas, au moins la first ou un petit peu de second. Donc, Greg, je t'en prie, puisque c'est à toi. Quels joueurs font les meilleures saisons individuelles et à la suite, vers où ton... Alors, je ne sais pas si c'est le cœur ou le cerveau qui aura tranché à la fin. Shai ou Jokic pour le MVP, selon toi? Est-ce que mon micro est allumé? Oui, c'est bon. Bon, déjà, sur les trois places autres que le duo de tête, j'ai un coup de cœur que je me suis permis de mettre dans la first team.
alors que je sais et je le fais parce que mon vote ne compte pas, sinon j'aurais revu à la baisse, je pense, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Mais j'ai Darius Garland dans cette équipe First Team. Ensuite, j'ai Jason Tatum et Giannis Antetokounmpo, et je marque une cassure entre Giannis et Tatum et Garland. Parce que je pense que Giannis évolue encore une fois cette saison à un niveau absolument stratosphérique, et que malheureusement pour lui, il est derrière deux extraterrestres qui sont hors du commun et hors du temps, mais qu'il est quand même devant les premiers humains que sont Tatum et ceux qui suivent. Et donc on a le duo de tête qui va surprendre personne, hein, puisque c'est SGA et Jokic. Et j'ai beaucoup hésité, et j'ai changé mon vote plusieurs fois. Plusieurs fois, il a appartenu à Jokic, et plusieurs fois, il a appartenu à SGA. J'ai entériné mon vote il y a à peu près 48 heures, en mettant un SGA vainqueur de mon MVP, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, on peut tourner dans tous les sens toutes les statistiques d'un impact offensif. Il n'en reste que la valeur d'un joueur sur le terrain passe aussi par la défense. Et de ce point de vue-là, je trouve que Shai Gilgeous-Alexander, alors que je défends la défense de Jokic toute la saison, qui n'est pour moi pas absente, c'est quand même un joueur qui a une présence défensive, d'abord par son physique, ensuite par sa capacité à prendre les rebonds et à complètement les verrouiller, etc. Je pense que juste Shai est sans doute un des meilleurs joueurs à son poste en défense. Quand je dis un des meilleurs, c'est que sur les 145 qui sont éligibles, il est peut-être dans le top 10, dans le top 20, voire, à mon avis, il est dans le top 10 des guards, clairement. Les statistiques, en tout cas, me l'ont montré quand j'ai encore vérifié cet après-midi pour être sûr de mon vote. Donc, je le donne à Shai parce que la défense, ça fait gagner des titres, comme diraient les grands philosophes. Voilà pour le réquisitoire de Greg donc. Tiens, on va faire une petite pause, en donner la parole à Constant autour de Shai, mais pas seulement. Je pense que tu as beaucoup de noms à citer avec les All-NBA. Tom, est-ce que tu vois, voilà, toi, quelques noms aussi qui t'ont marqué, et vers qui tu penches pour le MVP? Bah, j'ai quasiment, enfin, j'ai le même top 4, sauf que moi, j'ai Anthony Edwards en first teams, tout simplement parce que je trouve que c'est un joueur qui a été obligé de faire muter son jeu par rapport à l'effectif et la façon dont l'effectif était constitué. Donc, il s'est mis à prendre énormément de 3 points, tout simplement parce que si lui, il en prend pas, personne ne pourra en prendre. Qu'il a suppléé justement le fait la baisse de niveau de Mike Conley à côté de lui, et du coup le manque entre guillemets, le manque de saignant de Rob Dillingham, qui a pas pu en tout cas endosser le rôle. Donc c'est quelqu'un qui a gardé des hauts très hauts, mais dont le plancher s'est rehaussé. Et je trouve que c'est quelque chose à saluer, qui a joué énormément de matchs, et qui a eu pas mal de progrès aussi sur son playmaking. Donc là, c'est vraiment plus Anthony Edwards le scoreur, on a un Anthony Edwards un peu plus playmaker, qui tue entre guillemets les équipes toujours par le scoring, mais on a un peu plus de playmaking qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais saluer, et surtout dans le côté, quand tu vois son niveau plafond, c'est quelqu'un qui peut jouer des deux côtés du terrain. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Les deux autres, voilà, qui font aussi des saisons exceptionnelles, hein. Enfin, Jason Tatum, peut-être un peu moins que l'an dernier, un peu moins que l'an dernier. Giannis, bon voilà, comme d'habitude, hein, en plus avec notamment du shooting à mi-distance et de Mi-distance, la ouais. punition de mismatch. Moi, au niveau du trophée d'MVP, cette saison, ça a été, encore une fois, c'est très serré entre les deux, mais pour moi, ça sera SGA, tout simplement parce que déjà, le joueur fait une saison vraiment exceptionnelle. Alors oui, Jokic fait une saison exceptionnelle aussi, mais le joueur fait une saison exceptionnelle. Avoir une telle efficacité avec un tel volume de responsabilité, je trouve ça vraiment dingue. En plus, je trouve que sur la partie SGA, il a progressé cette année sur la faculté à scorer quand il y a des joueurs entre lui et le panier. Donc ça, c'est surtout que c'est quelqu'un qui prend des tirs d'un petit peu plus loin, donc c'est assez intéressant. Alors oui, ce n'est pas la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est pas le meilleur joueur de la ligue. Donc si on décide que le trophée du MVP doit aller au meilleur joueur de la ligue, il doit aller à Nikola Jokic, mais qu'on prend ce qu'il a produit entre guillemets SGA plus l'impact le collectif, puisque au final SGA, il est quand même il est le leader d'une équipe il est le leader d'une équipe en premier tout défensive, et lui, il doit ramener cette notion de scoring à une équipe défensive, et il ramène un plancher
au scoring sur cette équipe défensive tellement haut que l'équipe gagne presque 70 matchs. Donc, et c'est quelque chose qu'il faut, pour moi, valoriser. Donc, c'est pour ça que c'est mon MVP. Écoute, avant de te laisser la parole, Constant, je veux aussi y aller. Alors, j'ai la même first team que toi, Tom. J'avais Anthony Edwards dedans parce que je trouve que, voilà, avec en fait, ce qui lui est demandé du côté des Wolves offensivement et le step-up qu'il a, et puis cette saison à 3 points que fait Anthony Edwards et all-time, en fait, tout simplement, en termes d'efficacité sur pull-up. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai glissé là. Après les autres noms, avant que Ben me tombe dessus, je tiens à dire que Giannis fait encore une saison extraordinaire et je suis bien d'accord avec ça. Et en plus, voilà, comme tu dis Tom, il est en train de mettre d'autres aspects, d'ajouter d'autres aspects à son jeu. Donc ça mérite d'être salué. Mais évidemment, ils sont deux au-dessus, deux à faire des saisons all-time une nouvelle fois. C'est-à-dire que Jokic est en train de faire, je sais pas, nous proposer un des meilleurs jeux offensifs de l'histoire de la ligue. C'est extraordinaire. Il y a des prestations incroyables, mais il faut quand même, malgré que je sois l'avocat de Jokic avant l'heure, je pense que cette année, j'ai aussi envie de le donner à SGA pour, voilà, peut-être, comment dire, pour mon côté stylistique, voilà, rendre hommage à mon côté amoureux du scoring mid-range et de ce qu'est capable de proposer SGA, la palette de scoring en tant que guard, parce qu'évidemment, Jokic est un excellent scoreur aussi, on l'oublie, on parle souvent de sa création, mais c'est aussi un scoreur extraordinaire, sa zone de flotteur n'a aucun sens. Enfin, l'efficacité qu'il a à cet endroit Je pense que ça doit être l'un des joueurs à 2 points de l'histoire de la NBA. Si tu enlèves les dunks, ça doit être l'un des joueurs les plus forts sur la zone à 2 points hors dunk. Avec Sean Livingston, bien sûr. C'est incroyable. Ah non, mais c'est sûr, il est létal dans ces zones-là, c'est incroyable. Et il y a voilà, ce truc, ce syndrome LeBron James, on va dire, de le joueur tellement fort dans le playmaking qu'on en oublie que c'est un scoreur extraordinaire. Mais voilà, sur cette saison-là, sur la saison historique aussi du Thunder, je pense que voilà, moi mon vote irait SGA, je pense qu'SGA l'aura également. Et dans tous les cas, et je pense que tout le monde a l'air assez unanime quand on regarde les observateurs de l'NBA, que ce soit l'un ou l'autre qui l'ait, il n'y aura pas immense scandale. En fait, limite, il faudrait qu'on invente le co-MVP pour cette année. Mais ça pourrait peut-être faire scandale pour le camp SGA, j'imagine. Constant, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que vous êtes très gentils tous les trois d'avoir dit SGA devant mon cœur meurtri de fan de l'Olympique Lyonnais. J'ai évité d'en parler. Là, je suis obligé d'en parler. Là, prendre des game winners d'Harry Maguire, c'est quand même, bref. Non, mais on va parler de trucs plus positifs, effectivement. On va parler du MVP. Alors, moi, j'ai fait les 3 All-NBA. Donc, vous pourrez en discuter avec moi dans les commentaires Twitter. Non, mon compte est en privé. Donc, vous pourrez pas en discuter avec moi dans les commentaires sur Twitter ou essayer d'en discuter sur les commentaires YouTube. Bref. Dans ma All-NBA sur Team, je vais y arriver. Il y a Kate Cunningham, Darius Garland, Jaren Jackson Jr., James Harden, Tyrese Haliburton. Dans ma All-NBA Second Team, j'ai triché, il y a Kevin Durant. Techniquement, si les Suns se bougent un peu le train pour dire que c'est une season ending injury, il est encore éligible puisqu'il a joué 62 matchs. Donc techniquement, il peut être dedans. Je suis désolé, Greg, c'est pas les All-NBA, c'est pas le MVP. C'est les meilleurs joueurs de la saison. Kevin Durant est un des 10 meilleurs joueurs de la saison en NBA parmi les joueurs qui ont joué 65 matchs ou parmi les joueurs qui ont joué 62 mais qui ont une blessure de fin de saison. Bref. Avec Kevin Durant, il y a Anthony Edwards, Evan Mobley, LeBron James et Stephen Curry. Du coup, dans ma All-NBA First Team, il y a Jalen Brunson, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, bien sûr. Puisque le vote du MVP ne fait pas sur 3 places, mais sur 5, j'ai mis en 5e Stephen Curry, parce que je trouve que Brunson fait une meilleure saison que Curry d'un point de vue individuel. Par contre, je trouve que Curry a été beaucoup plus valuable dans ce qu'il était capable d'apporter sur l'intégralité de la saison aux Warriors que ce qu'a été le cas de Brunson, qui a des on-off assez suspects tout au long de la saison. Bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà, j'ai 5e Curry, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à déterminer un 5e. À un moment, c'était Anthony Edwards. Enfin bref, personne ne me satisfaisait au niveau de la 5e place du MVP parce que je trouve que soit leur on-off sont suspects, soit leur impact soit leur régularité sur l'échelle d'une saison est lui aussi suspect, que ce soit Curry ou que ce soit LeBron. Les deux ont quand même connu des périodes de creux. Et pour le coup, moi, ça m'embête un petit peu. Il n'y a pas de Donovan Mitchell du côté des Cavs. Il n'est pas 5e du MVP. Il n'est même pas dans une NBA parce que j'ai décidé de le saquer. Parce que, bref. Il y a déjà 2 Cavaliers. Et puis en plus, quand tu es à peine dans l'efficacité au niveau de la moyenne NBA, je trouve qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait des meilleures saisons individuellement que toi.
Giannis fait une saison extraordinaire, mais c'est un duel à deux. Et évidemment, en tant que bon fan d'OKC, j'ai Shai Gilgeous-Alexander MVP. Je suis obligé. Malheureusement, j'ai pas le choix. J'ai défendu le dossier Giannis l'an dernier. Je vais devoir défendre le dossier Shai Gilgeous-Alexander cette saison. Je pourrais faire 2 heures dessus, donc je vais faire 2 minutes. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que tous les ans, j'ai l'impression qu'on change. Il y a une expression, c'est move the goalpost, pour dire qu'on change un petit peu les critères d'année en année pour défendre le cas Nikola Jokic. C'est-à-dire que l'an dernier, rétrospectivement, ça aurait dû être une course entre Luka Doncic et Nikola Jokic. Et Gilgeous-Alexander aurait dû être un peu plus retrait. L'an dernier, beaucoup de fans de Denver, beaucoup d'observateurs nous ont expliqué oui, mais Luka Doncic, il est trop loin au niveau du bilan. Oui, et puis les stats avancées favorisent Jokic, donc ça doit être Jokic. Et du coup, cette année, pourquoi ces arguments ne valent plus contre Nikola Jokic, contre le dossier de Nikola Jokic? Quand bien même Luka Doncic avait un tout petit peu moins efficace que Jokic de cette année, mais en termes d'impact, à 34-9-9, c'est du 29-12-10, quoi. C'est quasiment une saison en triple-double de moyenne, hein. C'est pas loin. Donc moi, ça m'embête. Et je dirais que même si vous considérez que Nikola Jokic est le MVP, ce avec quoi je suis parfaitement d'accord, ou en tout cas, je comprends parfaitement cet argument, avouez au moins que Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur adversaire qu'ait connu Nikola Jokic depuis qu'il est dans la course au MVP, donc depuis la 2020-2021. C'est la seule année depuis que Jokic est dans cette course au MVP 2020-2021 où les stats avancées vont pas dans son sens. C'est-à-dire, vous regardez, non, tu regardes les principales stats, les all-in-one. Moi, je trouve que c'est nul. Mais ça a été un argument qui a été utilisé l'an dernier pour défendre Jokic face à Doncic. Vous regardez EPM, vous regardez les win-shares, vous regardez les Darko, etc., etc. On en pense ce qu'on veut, mais vu que ça a été utilisé l'an dernier pour défendre Jokic, je vois pas pourquoi ça ne doit pas être utilisé cette année pour dire Shai est devant Jokic. Et c'est la première année où tu as un joueur qui est devant Nikola Jokic depuis la 2020-2021. Donc voilà. Après, si on est dans des aspects un peu plus basketballistiques, on parle beaucoup de Jokic en disant oui, vous avez vu les Nuggets sans Nikola Jokic, mais je trouve que on ne mentionne pas assez le fait que quand Shai Gilgeous-Alexander est sur le parquet, c'est l'un des meilleurs net rating individuels all-time. C'est-à-dire que c'est du niveau de ce que Clay et de ce que Curry et Draymond ont fait sur les Warriors de 2015, de 2016, 2017. Il est battu que par ces joueurs-là finalement. Donc oui, on peut dire les minutes sans Jokic, mais on peut aussi parler des minutes avec Shai. Et là, pour le coup, il y a un vrai delta. Et même si vous prenez ces on-off, je crois que Jokic, si vous additionnez le net rating quand il est sur le parquet et le net rating quand il n'est pas sur le parquet, il doit y avoir 20 d'écart. Chez il y a 15. Ok. Parce que il y a 15 d'écart parce que lui est à 17 quand il est sur le parquet et que les autres sont à 2. Mais on est sur deux monstres de on-off. Et je trouve, pour conclure, que au-delà de l'aspect défensif, que je ne reviendrai pas sur Nikola Jokic, il y a un truc qui moi m'agace, c'est qu'on parle beaucoup du fait que OKC a un meilleur roster que Denver, ce qui est le cas. Mais je pense que cette espèce de côté valuable de Nikola Jokic qui est un peu créé en disant vous avez vu ses coéquipiers sont pas bons, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode Nuggets, vient du fait que Nikola Jokic est tellement fort qu'il crée une dépendance à ses coéquipiers. Comme c'était le cas avec Russell Westbrook à OKC. C'est-à-dire que Jokic est tellement fort que Michael Malone, quand il était encore le coach des Nuggets ou les coéquipiers, se reposait sur Nikola Jokic. Ce qui fait que quand tu n'avais pas les minutes avec Jokic, les joueurs étaient obligés de trouver des solutions et ils n'en avaient pas. Là où je trouve que Shai Gilgeous-Alexander, peut-être parce qu'il est moins fort que Nikola Jokic, a moins ce côté où il devient entièrement dépendant où ça devient l'alpha et l'oméga de l'attaque du Thunder. Et le tout dernier point avant de finir ce tunnel interminable, c'est que on dit Shai Gilgeous-Alexander, il a un effectif exceptionnel. Il fait ça avec Chet Holmgren qui loupe 3 mois et demi, avec Alex Caruso qui loupe 30 matchs, avec Isaiah Hartenstein qui loupe les 15 premiers matchs, avec J-Dub qui loupe 11 matchs. La stabilité en termes de santé pour OKC cette année, c'était Shai Gilgeous-Alexander, ce qui fait que OKC a le 5e meilleur bilan de tous les temps en saison régulière. Très très bon très bon argumentaire de la part de Constant. On l'attendait ce tunnel, ne t'inquiète pas, il nous a fait plaisir. Je ne sais pas si Greg, le personnage supplémentaire pour ceux et celles qui sont sur YouTube, le chien de Greg veut rajouter quelque chose, si Tom veut revenir, aussi on laisse voilà, cette discussion vers du MVP. Tom, c'est bon aussi? Tom, c'est bon aussi, oui, manifestement. Enfin, oui, c'est bon, et puis en tout cas, c'est pas parce que, entre guillemets, qu'on vote pour Shai pour ce trophée de MVP de la saison que ça veut dire que c'est le meilleur joueur de la ligue. Non. Oui,
Ça a toujours été décorrélé. Et puis voilà, on en revient à ces trophées qui ont des critères, comme tu l'as dit, constants. Selon le clan dans lequel on se pose et selon les années, les critères sont plus ou moins flous et on met en avant ceux qui nous arrangent le plus. En tout cas, il y a une vraie course. Ça fera la transition. Comme disait le Constant, n'hésitez pas à venir en parler avec nous, de manière cordiale, bien entendu, mais sur Twitter, sur YouTube peut-être. Constant, tu rajoutais quelque chose pour Non, mais bien sûr, si vous avez Jokic MVP, il n'y a pas de problème. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Parce que sinon, je vous Rendez-vous vois au venir. DH20, ouais. Je vous vois. Ouais, non, mais dans le DH20, il va faire le sweep it. Il n'y a pas de débat. Nikola Jokic va faire le sweep. Je peux déjà vous l'annoncer. Premier du DH20, c'est Nikola Jokic. Après, la deuxième place, on commencera à discuter. Mais voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Saison de Nikola Jokic est absolument extraordinaire. C'est l'une des meilleures saisons offensives. C'est juste que si on cumule, après, c'est là où vous fixez vos critères. Mais si on cumule équipe historique, saison historique, j'en ai déjà parlé, réécoutez pourquoi ils gagneront pas sur OKC, j'ai déjà plus développé dans les stats à quel point la saison de Shea, dans ses critères à lui, différents de Jokic, mais elle aussi historique, je trouve que le dossier est en béton armé pour Shea, là où celui de Jokic est en béton armé, mais avec des fondations collectives un peu moins stables. Eh bien, parfait. Voilà, n'hésitez pas donc à venir en Et la parler. fatigue des votants. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a toujours ce facteur de fatigue. On salue LeBron James notamment et ses quelques trophées. Mais voilà, venez en parler avec nous, n'hésitez pas. Ne faisons pas l'erreur des commentateurs américains à toujours commenter uniquement par la négative, comme disait Constant. Là, on a 2 saisons individuelles incroyables, d'autres sujets avec tous les trophées qu'on a abordés. Donc, n'hésitez pas, que ce soit Twitter ou que ce soit YouTube notamment. En tout cas, on arrive presque aux 2 heures de podcast. Finalement, on est à peu près rentré dans les temps. C'est ce à quoi je m'attendais, donc c'est parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez tenu les 2 heures, comme d'habitude, donc comme je disais, Twitter, YouTube, les plateformes de podcast, évidemment. Les post-mortem vont vite arriver a priori, puisque oui, après la saison régulière, on arrive au match coup près de fin de saison. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Tom, merci Greg, merci Constant. Et à bientôt. Merci à toi, plus. Adrien. Salut.